fou, il y aura aussi un collègue Moutazilite normalement. Jack a dit je m'en fiche du Moutazilite, mais je veux bien quand même Von Reich, le Al-Jawab. Bref, c'est un débat qui va avoir lieu très prochainement avec un modérateur athée qui va aussi m'accompagner pour les temps de parole, car cette fois-ci on va essayer d'établir un temps de parole. Et ce soir c'est Von Reich qui est plutôt un sunnite et qui va donc poser quelques questions, me semble-t-il. Von Reich, c'est à toi. Salut Von Reich, comment ça va? Salut Aposacrière, ça va? Oh, tu sais quoi, je me suis connaissent difficilement remis de la PLS que vous m'avez mise, toi et Ahmed. Bah écoute, Franchement, bon rétablissement. j'espère que tu en fais des cauchemars. J'espère que tu en fais des cauchemars et que lorsque vous m'avez dit que si Dieu vous disait de pouvoir tuer 100 enfants innocents, bismillah, quand tu m'as dit ça, c'était vraiment une grosse PLS. J'espère que... Ah, c'est pas moi qui ai dit ça, je crois que tu confonds. Oui, non, Enfin, oui, bref, oui, c'est oui. pas grave. Bref, en tout cas, ça s'est pas passé ouais, ici, donc moi je peux pas savoir de quoi il s'agit, mais Ouais. voilà, je sais pas de Non, quoi vous parlez. j'ai juste, Vas-y, Von Reich. je crois que Naïf, à un moment, a évoqué la distinction entre le déontologisme et le conséquentialisme, et j'ai trouvé ça intéressant, puisque, bon, je sais pas si vous êtes un groupe homogène ici, enfin, je vous connais pas particulièrement, j'ai écouté un peu Jack, mais je sais pas exactement si vous êtes tous d'accord sur ça, mais ça m'intéresserait de savoir si, pour Jack ou pour les autres personnes qui sont ici, en tout cas les intervenants, est-ce que vous êtes plus adepte d'une morale déontologiste ou est-ce que vous êtes plus adepte d'une morale conséquentialiste? Ce que je veux dire par là, c'est que vous faites beaucoup de discussions, notamment sur des aspects moraux, des aspects de la vie en société avec l'islam et les musulmans, et vous dites par exemple que voilà, il y a certains faits moraux qui sont problématiques. Est-ce que vous considérez, en tout cas pour la plupart des intervenants, qu'il y a une sorte de morale absolue, ce qu'on appellerait le réalisme moral, il y a une sorte de morale absolue qui est un fait réel et qui permettrait de faire des jugements sur la véracité d'une chose, c'est-à-dire une doctrine énonce tel fait moral qui ne correspond pas à la morale universelle et absolue, et donc cette doctrine est fausse. Ça, ce serait par exemple une forme de déontologisme moral. Ou alors, et comme ça a été évoqué, le conséquentialisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle voilà, une action morale est déterminée par les conséquences qu'elle a sur le sujet ou un groupe de sujets. Et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, en fait, si vous adoptez une morale conséquentialiste, c'est-à-dire vous regardez les conséquences d'une action, on est bien d'accord dans ce cas-là que vous ne vous placez plus dans la question de la véracité de l'islam, mais vous vous placez dans la question des conséquences qu'ont les pratiques des musulmans sur vous et d'autres personnes, et pas la véracité de l'islam. Alors que si vous vous placez d'un point de vue déontologiste, alors là, vous vous posez la question de la véracité éventuelle de l'islam. Et le truc, c'est que je pense que ça peut être une discussion intéressante, parce qu'on parle souvent des points de détail, de est-ce que ça c'est permis, est-ce que ça c'est pas permis, etc. Il faut aller au fond de la morale, de savoir vraiment, voilà, comment par exemple vous justifiez un déontologisme, comment vous justifiez, et d'ailleurs quel type de déontologisme, est-ce que c'est un déontologisme kantien, est-ce que c'est une autre forme de déontologisme, et par la même occasion, comment vous articulez le conséquentialisme avec ce que vous considérez comme vrai et ce que vous considérez comme faux. Donc, peut-être ma question a été un peu longue, mais je pense qu'elle a sa pertinence puisqu'elle a été évoquée au cours de vos discussions, même si c'est que très succinctement. Alors, Bah je vais faire un tour de parole d'abord par Jack qui veut intervenir, je crois qu'il n'a pas beaucoup de temps, et ensuite Amir qui prendra la parole, parce que je vois qu'il a envie de réagir aussi. Jack. Ouais, merci pour la question, elle était très intéressante, elle va me permettre d'aborder un point, donc sur la morale. Alors, je vais te dire, moi je suis sceptique, un sceptique méthodologique, et un sceptique méthodologique ne croit pas en des trucs absolus. Et moi j'irai encore plus loin, croire à des trucs absolus, c'est très mauvais pour la vie en société. Ça peut avoir des implications très graves. On croit à la vérité, ça veut dire que quelque chose peut être vrai, mais jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Il y a toujours cette porte qui est ouverte pour apporter la contradiction, pour dire c'est vrai. Par exemple, la Terre est sphérique, c'est vrai, jusqu'à preuve du contraire. L'absolutisme n'a pas sa place. Donc, de ce côté-là, je ne suis pas non plus un idéaliste qui va te définir la morale, ce que c'est. Donc, tout ce dont tu as parlé, donc la déontologie de Kant, le conséquentialisme, ou même tu peux rajouter la troisième, parce que tu l'as oublié, la vertu du bien d'Aristote, donc ces approches sur la morale, ce qu'on appelle actuellement, parce que moi je suis en 2024, hein, je ne vis pas au XVIIe ou au XVIe siècle, en 2024, il y a quand même des sacrées avancées par rapport à ça. Et la science donne aussi des réponses que ces philosophes n'avaient pas. Donc leur approche s'appelle l'approche réflexive de la morale. Et elle est complètement dépassée et complètement obsolète. La morale, ce n'est plus ça. La morale actuellement, ce n'est qu'un sens.
un sens qui appartient à chacun. Chaque personne a son propre sens moral qui lui permet de définir elle-même ce qui est le bien et ce qui est le mal. Et elle peut avoir comme source la culture, les connaissances, peut-être une religion, et même une partie qui est héritée de manière biologique. Ça veut dire, on peut même l'expliquer avec la théorie de l'évolution. Et ça te donne un sens moral propre à chacun. Donc ça, pour évacuer complètement cette approche réflexive que tu veux imposer actuellement, parce qu'elle n'a plus sa place. Vraiment, elle est complètement dépassée. Donc je t'invite à lire la littérature scientifique et les méta-analyses par rapport à ces questions morales, et tu comprendras que verser dans l'absolutisme, c'est la pire chose à faire si tu veux avoir une approche morale. Sinon, mis à part ça, quand on critique les lois, donc la charia islamique, c'est parce que c'est des lois. C'est tout. C'est parce que c'est des lois qui prétendent être parfaites. Donc nous, on va les tester dans la société. C'est aussi simple que ça. Il y a personne qui met en avant sa morale pour te dire que cette loi est bonne ou pas. Parce que comme chacun le sait, et s'il y a un spécialiste du domaine juridique, il va te le confirmer, la loi ne dit pas la morale. Et la morale ne dit pas la loi. La loi obéit à d'autres critères, en dehors de la morale. Parce que je te donne un exemple pour que tu comprennes. Moi, par exemple, j'ai un sens moral. Et mon sens moral me dit, le voile est immoral pour moi. Le voile est une abomination. Donc, est-ce que ça veut dire que je veux une loi qui va interdire le voile? Absolument pas. Parce que je n'ai pas envie d'imposer mon sens moral sur les autres, parce que je n'ai pas envie que les autres m'imposent leur sens moral. Donc la loi, elle doit obéir à autre chose. Et si tu veux avoir sur quels critères on fixe une loi, parce que par définition, une loi, elle va certainement comment dire ça, limiter les droits et libertés. Donc c'est un peu grave. Une loi, par définition, quand elle est fictive, elle est liberticide. Donc il faut prendre des précautions. Donc je t'invite à lire le livre qui s'appelle De la liberté de John Stuart Mill, qui donne 3 règles. Et moi je trouve que ces 3 règles, elles sont parfaites, justement, parce qu'on touche à des droits. Comment justifier de manière rationnelle et logique qu'il existe des lois qui vont limiter des droits et libertés? Donc, tu vois, ça n'a rien à voir avec la morale. Absolument rien à voir avec la morale. Et dans cette optique, bien sûr, donc on va discuter on fait confiance à l'intelligence des gens. Pour faire simple, hein. C'est-à-dire qui nous écoute. On leur dit, voilà, il y a 2 projets de société. Un projet de société qui croit aux vérités absolues, qui croit à un message divin, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, qu'il soit bouddhiste, n'importe quoi. Ils croient que leur message est divin, donc est parfait. Donc on doit l'appliquer. Donc si on applique, ça va donner quoi comme société? Ce projet de société-là. Il y a mon projet de société à moi où il n'y a pas ces, excuse-moi du terme, il n'y a pas ces âneries-là qui mettent en avant, c'est-à-dire un livre sacré, une connaissance absolue, une vérité absolue, des lois divines. Ça n'existe pas. Dans notre projet de société, il n'y a que des êtres humains qui décident entre eux quel projet de société faire. Puis, il n'y a pas un père qui habite dans le ciel qui va décider pour ses enfants ou qui leur a dit des lois à ses enfants. Non, on est tous des adultes entre nous, tout seuls. Donc, on doit prendre nos responsabilités. Quelle loi on va mettre en avant? Donc, c'est pour ça que je mets en avant, moi, l'humanisme, les droits de l'homme, la protection des enfants, la démocratie. Tu vois ces valeurs-là, des libertés individuelles et collectives, des libertés individuelles, de l'égalité, de plein de choses. Dans quel projet de société vous voulez vivre, les gens? Est-ce que c'est un projet de société qui intègre un livre sacré divin, donc on doit l'appliquer dans ses fondements, ou c'est un projet de société qui exclut complètement et qui n'a absolument pas besoin de cette hypothèse complètement ad hoc et complètement lourde de conséquences, qui est un Dieu qui nous a envoyé un message. Et je fais confiance à l'intelligence des gens pour décider. Par exemple, et c'est toujours l'exemple que j'aime prendre parce qu'il est flagrant, si on prend les lois d'Allah, surtout dans l'islam sunnite, eh ben, on ne va pas interdire à un homme de 50 ans d'épouser une petite fille de 6 ans. Par contre, si on prend mon prisme à moi, mon projet de société à moi, et je ne suis pas le seul à le défendre, on va voter une loi qui interdirait et qui criminaliserait ce genre d'acte. Dans quelle société vous voulez vivre? Et je laisse les gens, je fais confiance à leur intelligence.
Très bien. Amir, c'est à toi. Tu peux répondre ou alors tu peux répondre et après, ou sinon je laisse répondre peut-être Amir. Après il y a Thierry qui voulais répondre et après du coup je te laisse répondre. Puisque Jack à tout le a monde. déjà dit pas mal de choses, moi je rajouterais justement à ces lois-là la peine d'apostasie, l'esclavage, et il y en a d'autres. Maintenant, sauf si Van Reich, moi je te connais pas, si t'es pas musulman sunnite, j'aimerais bien que tu nous exposes tes lois divines absolues. Van Reich, je te rends la parole. Du coup, je vais répondre d'abord à Jack, mais je fais une petite allusion à ce que tu dis. Non, moi, vous l'avez dit tout à l'heure, vous voulez être méthodique, et pour être méthodologique et méthodique, il faut d'abord parler des fondements de la morale pour ensuite parler de ce qui en dérive, à savoir des lois comme l'a évoqué Jack. Bon, il y a un problème déjà qui est sous-jacent dans ce qu'a dit Jack, il s'est pas rendu compte de la contradiction qui était évidente qu'il a fait, c'est qu'il a dit voilà, moi je crois pas aux vérités absolues, je suis sceptique. Et pourtant lui-même pose en vérité absolue qu'il n'y a pas de vérité absolue. C'est ce qui est assez paradoxal en fait. Il contredit le propre principe qu'il a évoqué. Mais bon, ça c'était un point de détail. Je reviens sur le fond de ce que Jack a évoqué, c'est qu'en fait il me semble qu'il y a plusieurs problèmes. Il me semble que tu n'as pas vraiment répondu au cœur de ma question. Le cœur de ma question, c'était fondamentalement, enfin je veux dire, vous discutez quand vous débattez, etc., avec des musulmans, etc., etc. Mais d'accord, tu m'as dit, voilà, chacun a son sens moral, donc la morale est purement relative, puisque tu m'as dit que chacun a son sens moral, la morale est relative au sujet. Donc finalement, tu n'établis pas la véracité de quelque chose ou la fausseté de quelque chose à partir de la morale, puisque tu admets que la morale est purement relative. Donc, ce qui me semble évident ici, c'est que, je ne vois pas l'intérêt finalement de discuter, de débattre. Qu'est-ce que tu veux montrer ? Ce que tu veux montrer aux gens, c'est quoi ? C'est de dire, regardez, moi j'ai un projet de société, et les autres ils en ont un, et dans mon projet de société il y a ça, et dans le leur il y a ça. Mais ça n'a pas de rapport avec prouver ou nier la véracité de l'islam, ou prouver ou nier la véracité de ton propre scepticisme, ou la véracité des assertions que toi-même tu fais. Tu as évoqué la loi, le concept de droit, etc., etc. Le concept de droit lui-même est, entre guillemets, arbitraire dans le sens où il dépend d'un arbitrage, il dépend d'une volonté politique. Donc je pense que ton argument fondamentalement, c'est de dire quoi ? C'est de dire aux gens, regardez, ne te place pas dans le champ de la vérité, t'essayes pas de montrer que l'islam est faux ou quoi que ce soit, ce que tu ne peux pas faire avec le modèle que tu as évoqué, puisque ta morale est relative. Mais tu te places dans le champ de la société la plus utile, une forme d'utilitarisme. Tu as cité Stuart Mill, c'est très bien puisque Stuart Mill est un utilitariste. Donc tu te poses la question, quelle est la société la plus utile ? Et tu demandes aux gens, venez dans ma société qui est plus utile que les autres. Mais en fait, ça, il y a déjà un préjugé dans ça. Il y a déjà un axiome que tu as posé et en fait, peut-être que tu te rends pas compte de cet axiome, mais tu l'as posé en fait. Tu as posé comme axiome que la seule vérité, les seules conséquences qui peuvent être analysées sont des conséquences qui ont une réalité empirique, nécessairement, et qu'elles sont limitées à ça. Si tu parles avec un théiste quelconque, je ne rentre pas dans les détails les sujets précis de l'esclavage ou quoi que ça, parce que ça ne sert à rien fondamentalement, mais si tu prends un modèle théiste, dans un modèle théiste, si tu regardes le calcul des conséquences, dans un modèle théiste, tu as quand même en bout de chaîne conséquences positives infinies pour le croyant, et conséquences négatives infinies pour le non-musulman ou le non-chrétien en l'occurrence. Donc finalement, dans le modèle que tu proposes, tu ne peux convaincre que des gens qui sont déjà d'accord avec toi. Tu peux convaincre que des gens qui te disent oui, j'admets que la seule réalité est une réalité purement empirique et que les seules conséquences à analyser sont des conséquences purement empiriques. Et d'ailleurs, je voudrais tester un petit peu les limites de ce que tu mentionnes avec une seule question. Et je veux voir comment tu t'en sors sur ça. C'est qu'en fait, si jamais on doit considérer que ce qui est pratique, j'ai eu l'impression que c'est ça que tu voulais mentionner. Une société, ta société, elle est pratique, elle va criminaliser un certain nombre de choses qui font du mal aux gens, etc., etc. Et on considère que ce qui est pratique, ce qui profite aux gens, qui profite à un sujet. Dans l'hypothèse où, par exemple, je peux faire quelque chose d'inhumain, dans l'hypothèse où je peux faire quelque chose d'inhumain mais qui me profite personnellement, typiquement un meurtre ou quoi que ce soit, un truc d'inhumain mais qui me profite pour X ou Y raison, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de conséquences sur moi. Différence de pensée où il n'y a pas de conséquences directes sur toi, c'est-à-dire des conséquences légales. Comment tu peux dire à cette personne que ce qu'il fait est fondamentalement mal, alors que, visiblement, la condition pour pouvoir choisir un modèle de société, c'est le modèle de société qui favorise le plus le bienfait du sujet. Donc si le bien-être du sujet, c'est précisément de tuer quelqu'un ou de faire quoi que ce soit sans qu'il n'y ait de conséquences pour X ou Y raison, parce que c'est le but de l'expérience de pensée, fondamentalement, tu peux pas dire, voilà, ce sujet, il
tu peux rien dire en fait à ce sujet. Tu peux juste lui dire à la limite, peut-être qu'il y aura des conséquences négatives sur toi parce que la loi l'a déterminé, mais le but de l'expérience de pensée est de supposer l'inexistence de cette même loi. Donc en fait, je vois pas, en fait, c'est pas une critique fondamentalement à ton modèle, mais je vois pas l'intérêt que tu as à discuter, si ce n'est convaincre des convaincus, à savoir des gens qui sont déjà d'accord avec ton modèle de société et qui sont déjà des athées ou du moins des non-théistes. Ça n'a pas d'intérêt, en fait, tu vas jamais convaincre comme ça un musulman, en tout cas un musulman qui connaît un petit peu ses sources, etc., et qui connaît le modèle moral islamique, tu pourras jamais le convaincre, parce qu'il faudrait d'abord que tu aies démontré rigoureusement, du point de vue de la vérité ici, la fausseté de l'islam, la fausseté d'un paradis, etc., etc. Et ça, je veux dire, t'as une charge de la preuve dans ce que tu dis, en fait. Jack. Je peux répondre, oui, Jack, vas-y. C'est intéressant. C'est à toi qu'on parlait, donc ouais, mais c'est très très intéressant. Alors ça, c'est Von Reich aussi, donc on aura un débat le 17. Tu peux y aller. Hein. Vas-y, Jack. Vas-y, go. Vas-y, Jack. Ouais, tu peux y aller. Merci. En fait, c'est intéressant comme question. Je vais d'abord répondre à ta question. S'il n'y a pas de conséquences, c'est-à-dire dans la société, tu peux commettre un meurtre et il n'y a pas de conséquences. Comment tu veux convaincre cette personne de ne pas commettre un meurtre? Alors, je vais te répondre en deux parties. Parce que de un, ta question, c'est une petite insulte à l'intelligence humaine. Parce que moi, je suis un être humain et je le dis à tout le monde. J'ai vraiment tué toutes les personnes que je voulais tuer et j'ai violé toutes les personnes que je voulais violer. C'est-à-dire exactement 0. Voilà. J'ai pas besoin de loi et certainement pas besoin d'un livre sacré pour m'empêcher de faire quelque chose qui, par mon intelligence et par ma dignité, je n'ai pas envie de faire. Voilà. J'ai pas besoin d'un père qui vit dans le ciel. Et donc, s'il y a dans la société quelqu'un qui peut tuer une autre personne, il n'a pas de conséquences, comment je veux le convaincre? Mon pote, toute la discussion, elle est là. Si tu as une société où quelqu'un peut tuer une autre personne impunément, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta société. On est assez responsable, on est des adultes pour justement construire une société qui punit ce genre d'actes. Si on n'y arrive pas, c'est pas un père qui va reprendre le relais derrière et qui va punir cette personne après sa mort. C'est même, tu sais, cette idée même que si tu merdes dans la société ou si quelqu'un réprime une autre personne et que dans la société il n'est pas puni, il y a après la mort une justice divine. Cette idée même, c'est elle qui engendre des injustices dans la vie réelle. Parce qu'on pense que quelles que soient les injustices, il y aura toujours une justice divine après la mort où le méchant va être puni et le gentil va être récompensé. Mais ça n'existe pas. Après la mort, il n'y a rien. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a absolument rien. Ça veut dire, si actuellement, il y a des injustices, et ces injustices, on ne peut pas récupérer, ça veut dire on ne peut pas récupérer nos droits ou se faire justice dans la société dans laquelle on vit, ça veut dire la société qu'on a construite est mauvaise. Il faut reconstruire une autre ou l'améliorer. Ça s'appelle la responsabilité. Et je te donne le mille, là. À ton avis, quand on a une société qui majoritairement pense qu'il y a une justice divine après la mort, ça veut dire s'ils sont réprimés, si on leur vole leurs droits, après la mort, comme on dit en arabe, Dieu va récupérer mes droits ou me faire justice après la mort. S'il y a une majorité de personnes qui pensent ça dans une société, et tu as une autre société qui ne pense absolument pas ça, ne croit pas à la justice divine, ne croit pas à la vie après la mort, elle sait pertinemment que si elle ne récupère pas ses droits pendant sa vie, ses droits sont perdus. À ton avis, quelle société est susceptible de développer une justice sociale? Je te le donne en mille, c'est la deuxième. Là où il y a le maximum de gens qui ne croient pas à la justice divine. Encore pire, si toi tu es un tyran, et tu veux réprimer ta population, quelle société tu vas choisir? Celle qui ne croit pas à la justice divine et qu'elle va tout faire pour récupérer ses droits pendant qu'elle est vivante, ou tu vas choisir de réprimer une société qui croit à une justice divine, même si tu les réprimes, elle va se dire il y a une justice divine après la mort, il n'y a pas de souci. Si tu es un tyran, tu vas choisir la deuxième société. D'ailleurs, c'est même l'utilité même de cette idée et l'utilité même de la religion. Permettre aux tyrans de tyranniser. Maintenant que je t'ai répondu de manière claire et simple, s'il te plaît, tu m'as demandé de te démontrer la fausseté du paradis, la fausseté d'Allah ou la fausseté. Pas vraiment que c'est à moi de démontrer ça.
C'est toi qui fais ces affirmations farfelues, qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer. Et tu me demandes à moi de te donner les preuves ou de te démontrer que c'est faux. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça m'a jamais marché comme ça, c'est pas comme ça que ça marche, et ça ne marchera jamais comme ça. C'est celui qui fait l'affirmation qui a la charge de la preuve. Tu affirmes des trucs complètement farfelus, complètement extraordinaires. Ça veut dire que le paradis et l'enfer, il y a un Dieu, il s'appelle Allah, il a envoyé un message à un messager bédouin du 7e siècle du désert d'Arabie. Et c'est à moi de prouver que c'est faux. C'est à toi de prouver que c'est vrai. Et tu ne vas pas y arriver. Et tant que tu ne vas pas y arriver, donc ce n'est pas vrai, jusqu'à preuve du contraire. Et cette preuve, on l'attend toujours. Par contre, ce que je peux faire, dans un raisonnement bayésien, si tu veux, dans un raisonnement bayésien, je peux te dire que l'explication la plus plausible du Coran, c'est que c'est un livre 100% humain, qui n'a absolument rien de divin. Parce que je te défie de me donner une seule phrase dans ce livre, je répète, je te défie de me donner une seule phrase de ce livre qui n'est pas imputable à un peuple bédouin ignorant du 7e siècle du désert d'Arabie. Une seule phrase. Donc, dans un raisonnement bayésien, si toutes les phrases peuvent être prononcées par des êtres humains, donc l'explication la plus plausible et la plus rationnelle, celle qu'il faut privilégier, donc dans un raisonnement bayésien, ou si tu veux, dans un rasoir d'Occam, c'est celle qui consiste à dire que ce livre-là, le Coran, comme la Bible, comme le Vedas, comme tous les livres qui se prétendent sacrés, sont des produits de l'imagination de l'être humain, parce qu'ils sont empreints des connaissances des êtres humains à cette époque-là, et surtout ils sont limités avec la même ignorance de ces êtres humains. Eux, par exemple le Coran, les êtres humains du 7e siècle n'avaient pas de problème avec l'esclavage. Donc le livre n'a pas de problème avec l'esclavage. Allah n'a pas. Eux, ils n'avaient pas de problème avec le mariage des petites filles. Allah n'a pas de problème avec le mariage des petites filles. Eux, ils n'avaient pas de problème ou ils ne concevaient pas, ils ne pouvaient pas concevoir, l'égalité en termes de droits entre les hommes et les femmes. Eh bien, Allah ne peut même pas concevoir l'égalité entre les hommes et les femmes en termes de droits. On n'est même pas dans le rôle social, on est dans le droit, donc l'égalité la plus basique. Et je peux continuer comme ça pendant des heures et des heures. À chaque fois que Allah parle, on entend un être humain ignorant, illimité dans ses connaissances du 7e siècle du désert d'Arabie. À partir de là, avec un raisonnement bayésien, il est parfaitement rationnel de conclure que ce livre n'est absolument pas divin. Maintenant, s'il te plaît, la question que je vais te poser, est-ce que toi, tu as honte de tes textes ou pas? Parce que moi, je n'ai pas honte des valeurs que je défends. Est-ce que tu as honte de tes textes ou pas? Parce que tu me parles de morale, tu me parles plein de choses, mais jusqu'aux dernières nouvelles, toi, si tu es musulman sunnite, c'est ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe, mais si tu es musulman sunnite, ben ce Dieu-là, il vous a parlé, il vous a envoyé un livre. Donc normalement, tu dois assumer la parole d'Allah, tu dois assumer le comportement et la parole et les faits et gestes du prophète. Vous avez des textes sacrés. Est-ce que tu les assumes ou est-ce que tu vas te draper de ce manteau de déiste jusqu'à la fin de la discussion? Parce que moi, les déistes, ça ne m'intéresse pas de discuter avec eux. Vraiment, ça ne m'intéresse pas parce qu'ils n'ont pas de livre sacré. Toi, tu en as un. Donc, est-ce que tu l'assumes ou est-ce que tu en as honte? Van Reich. Ok, d'accord. Là, tu as dit beaucoup de choses et pas beaucoup qui étaient en lien avec ce que j'ai dit. Donc, c'est ça qui me paraît un peu étonnant. Bon, c'est pas grave. Je vais répondre un peu méthodiquement à ce que tu as dit. La première affirmation que tu as faite, c'est de dire que tu n'as pas de charge de la preuve. Enfin, la toute première affirmation que tu as faite, c'est que tu as parlé d'injustice. Tu as dit, voilà, ça, ce serait de la vraie injustice, etc., etc. Bah, tu viens encore une fois de te contredire, Jacques. Tu as dit précédemment qu'il n'y avait pas de valeur morale absolue. Tu as dit que chacun avait son propre sens moral. Donc, quand tu me parles d'injustice, finalement, tu es juste en train de dire, voilà, moi, Jacques Le Fou, je trouve que c'est injuste. Bah, d'accord, on le savait déjà, en fait. Donc, tu n'as rien ajouté ici. Bon, ça, c'est un petit point que je te fais. Le deuxième point, qui est le point fondamental, c'est qu'en fait, tu as fait une pétition de principe, mais tu t'en es pas rendu compte. C'est-à-dire que dans un raisonnement que tu as fait, tu as mis la conclusion dans les prémices. Je t'explique comment tu as fait ça, c'est très simple. Tu as dit que, enfin, c'était assez évident dans ton raisonnement, c'était de dire, voilà, mon modèle de société, il est supérieur au vôtre du point de vue des calculs des conséquences. C'est-à-dire, voilà, dans mon modèle de société, il y a moins de conséquences négatives pour ceux qui en font partie. Grosso modo, c'est ce que tu dis.
Le problème, c'est que quand tu fais cet argument-là, quand tu fais cette inférence-là pour dire que ton modèle de société, il est plus pratique au sens des conséquences, tu es obligé à un moment donné ou à un autre, pour effectuer ton calcul des conséquences, tu dois prendre toutes les conséquences, tu es obligé de supposer, et c'est cette supposition qui est en fait une prémisse que tu n'as pas démontrée, et qui est une affirmation pour le coup, tu es obligé de supposer, il n'existe pas d'enfer, il n'existe pas de paradis. Autrement dit, le calcul des conséquences ne doit se faire que sur ce qui est pris matériellement ou empiriquement. Sauf que cette affirmation, je veux bien qu'un athée l'admette facilement. Le problème, c'est que là, c'est une affirmation. Tu discutes avec des musulmans ou tu discutes avec des théistes en général. Cette affirmation, ils vont la rejeter. Ils vont te dire non, mais très bien, il n'y a pas de problème, mais moi, je peux faire le même raisonnement en disant quoi ? En disant moi, je prends tout le calcul des conséquences avec ce que je considère comme vrai, c'est-à-dire la thèse adverse, à savoir il existe un paradis, il existe un enfer, et le calcul des conséquences, il va en ma faveur, et de très loin. Parce que justement, on a des conséquences infinies, des conséquences négatives et positives infinies. Donc finalement, ce que tu es en train de faire, c'était en train de dire je vais montrer que mon modèle de société est meilleur que l'autre. Et comment je le fais ? Je mets dans une des prémices, le modèle islamique est faux. À la limite, ce que tu aurais pu dire, c'est de dire je vais supposer sceptiquement cette prémisse comme moi. Mais ça veut rien dire. Ok. Donc ton argument, là, c'est une pétition de principe. C'est une erreur de logique assez basique que tu as fait, mais tu n'es pas le seul à le faire, donc c'est pas très grave. L'autre point que tu as fait, tu m'as parlé de bayésianisme. Tu m'as dit, voilà, moi, j'ai un raisonnement bayésien pour montrer que, voilà, l'islam est faux, etc., etc. Ou du moins, l'islam est moins probable qu'un autre modèle. Tu as parlé aussi du rasoir d'Occam. J'ai pas l'impression que tu maîtrises un peu ce que tu viens de citer. Parce que déjà, si tu parles de bayésianisme, tu dois nécessairement... je sais pas si tu sais c'est quoi une probabilité déjà, parce que si tu parles de bayésianisme, tu dois savoir le concept de propriété. Je te le dis, en probabilité, en mathématiques, une probabilité, c'est une application. C'est-à-dire, on dirait grossièrement une fonction qui va d'un ensemble d'événements dans un segment, le segment 0, 1. Donc tous les réels entre 0 et 1. Le truc ici, c'est que cette application, tu dois la définir arbitrairement. C'est-à-dire que c'est toi-même arbitrairement qui dois dire ce qui est probable de ce qui ne l'est pas. C'est toi-même arbitrairement qui dois attribuer une probabilité à des événements. Autrement dit, c'est pas un argument, c'est pas démonstratif. Ce que tu peux montrer à la limite, c'est que, oui, voilà, selon mes critères, à savoir, je sais pas moi, maximisation du plaisir sur Terre ou que sais-je, mon modèle est plus probable. Oui, d'accord, mais selon le critère que tu as évoqué, c'est pas un critère de véracité ou quoi que ce soit. Si tu prends la définition la plus classique, c'est-à-dire de la probabilité, oui, je sais que tous les bayésiens ne sont pas subjectifs, par rapport à ce que tu as mentionné, Teinsturier, mais en tout cas, si tu prends le modèle de probabilité le plus classique, c'est-à-dire on se base sur grosso modo la fréquence, on regarde on prend, je sais pas moi, on répète 100 fois une expérience et on regarde la fréquence d'un événement et on fait une probabilité. Je sais pas, si tu as 50 fois un événement qui se répète sur 100 fois, tu dis que la probabilité c'est 1/2. Mais si tu te bases sur ce modèle-là, tu as une absurdité. Tu as une absurdité, pourquoi ? Parce que tu fais la même erreur que précédemment. C'est-à-dire que pour pouvoir établir ton ensemble d'expériences, tu es obligé de supposer une théorie qui est l'empirisme. Tu es obligé de supposer que voilà, l'ensemble des choix possibles, l'ensemble des issues possibles, on dirait en probabilité, est forcément un ensemble d'issues empiriques, est forcément tributaire de ton expérience. Et là encore, tu infères un peu subtilement, comme tu l'as fait tout à l'heure, ton modèle athée pour faire des arguments. Sauf que nous, on n'est pas tenu d'accepter, 1, le bayésianisme, on n'est pas tenu d'accepter, 2, ton matérialisme par rapport aux conséquences, et on n'est pas tenu d'accepter, 3, tes expériences. Donc en fait, tu fais 3 axiomes que tu poses, et ensuite tu fais des arguments contre les gens. Ce que tu devrais faire, et je te donne un conseil, parce que honnêtement, moi je trouve pas ce que tu dis très intéressant. Enfin, j'ai eu beaucoup plus de contradicteurs que toi. Je trouve que voilà, tu fais un peu de la rhétorique. Enfin, moi ça m'intéresse pas fondamentalement, mais ce que tu devrais faire plutôt, c'est de critiquer épistémologiquement les musulmans, c'est-à-dire de dire voilà, votre modèle il est rationaliste. Vous croyez en des choses qui sont supramatérielles, etc., ça pose des problèmes pour X, Y ou Z raisons. Et nous, on peut te donner des arguments de pourquoi notre modèle épistémologique, il est supérieur au tien. Et si tu veux, on peut en débattre, il n'y a aucun problème. Mais justement, toi, tu vas dire, non, mais ça, c'est des débats de déistes. En fait, tu fais les raisonnements à l'envers. C'est que tu veux, d'abord, parce que tu m'as posé une question, tu m'as dit, oui, est-ce que tu as honte ? La question de la honte n'a rien à voir dans un débat. Dans un débat, on parle de position, on essaie de vérifier si elles sont vraies ou fausses. Le fait que j'ai honte ou pas d'une certaine chose, ça te regarde pas et ça n'a pas d'intérêt dans un débat. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc, mais pour te répondre quand même, non, je n'ai pas honte et je n'ai honte d'aucun texte. Et moi, ça me fait pas peur. Hein. Moi, la rhétorique comme ça me fait rien du tout. Donc, ce qui est intéressant ici, fondamentalement, c'est vraiment de questionner les paradigmes et pas uniquement d'aller voir pour impressionner des gens, voilà, des textes, voilà, ça c'est immoral selon mon système, ça c'est ceci, etc.
Donc je pense que c'est ça que tu devrais faire plutôt. Je ne veux pas te tailler ou quoi, enfin moi ça m'intéresse pas, mais je te dis qu'il y a quelques erreurs dans tes raisonnements que tu devrais corriger pour les rendre plus intelligibles et potentiellement plus forts. Merci. Et ça donnerait plus de contradictions. Très bien. Je te répète, en fait, je suis pas là pour te dire qu'il faut être logique, qu'il faut être rationnel. Si tu n'as pas envie de le faire, c'est ton droit. Si tu as choisi d'être illogique et ne pas prendre ça comme axiome, si tu as envie d'être irrationnel parce que tu n'as pas envie de prendre ça comme axiome, c'est ton droit. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de démontrer les conséquences. Je précise, les conséquences sur le projet de société que tu veux. Moi, je suis dans un militantisme politique, mon pote. Je te le répète, je suis dans un militantisme politique. Les discussions, les débats byzantins entre un athée et un déiste ne m'intéressent pas. Je suis dans un débat politique. Et juste pour te répondre rapidement, je sais très bien ce que c'est que le raisonnement bayésien, je sais très bien ce que c'est que le rasoir d'Occam, qui a été formulé par un moine, Guillaume d'Occam, au XIVe siècle, qui l'a écrit ainsi, pluralitas non est porenta sine necessitate. Et donc c'est un principe qui a révolutionné. Et moi je pense, et j'ai de bonnes raisons de penser, que c'est ce principe-là qui a été formulé ainsi, qui a permis à l'Europe de faire la Renaissance. Et ça c'est mon avis. Et je suis prêt à le défendre. Sinon, vu que tu es tombé dans ce qu'on appelle le relativisme postmoderne, c'est-à-dire rien n'est vrai, rien n'est faux, alors que je répète, je suis un sceptique. Il n'y a pas d'absolu, mais le vrai existe. C'est-à-dire, je te dis que quelque chose est vrai jusqu'à preuve du contraire. Et dire ça, ça ne veut pas dire que c'est faux. Et si tu n'arrives pas à l'intégrer, parce que justement tu es tombé dans un relativisme postmoderne, c'est pas mon problème. Mon problème maintenant, je vais être dans un débat politique. Je vais prendre mon paradigme et toi, assume le tien. Celui qui consiste à dire il faut pas prendre des prémices, il faut pas prendre d'action. Assume-le, c'est bon. Si tu penses que c'est la bonne façon de faire, fais-le. Moi, je pense que c'est la mienne qui est la bonne. Et je vais l'exposer à tout le monde. Par un simple exemple. Et la même question que j'ai répétée, que j'ai dit tout à l'heure, et je t'assure, je vais te reposer cette question jusqu'à ce que j'ai une réponse. Et même si j'ai pas de réponse à cette question, les gens sont assez intelligents pour comprendre pourquoi tu ne réponds pas. Alors, dans mon paradigme à moi, je veux une loi qui interdit à un homme de 50 ans d'épouser une petite fille de 6 ans. Dans ton paradigme à toi, s'il te plaît, je t'en supplie, je le fais même à genoux. Dans ton paradigme à toi, avec tes prémices et tout ce que tu veux, ta vérité absolue, prends-la. Prends-la et réfléchis avec elle et dis-moi, est-ce que tu veux une loi qui interdit à un homme de 50 ans d'épouser une petite fille de 6 ans? Von Reich. D'accord. Alors, là, tu es en train de partir dans tous les sens. Je pense que les auditeurs l'ont un petit peu vu, mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas grave. Juste, tu as encore fait une affirmation. Déjà, bon, tu t'as dit que j'étais relativiste postmoderne. C'est du n'importe quoi ce que tu as dit. Ce que j'ai simplement dit, c'est que l'empirisme est questionnable. Négation de l'empirisme n'est pas égale à relativisme postmoderne. Je sais pas ce que tu racontes là, tu dis n'importe quoi. La négation, ou du moins la critique de l'empirisme, elle existe au moins depuis l'époque médiévale. Et, je suis le courant rationaliste. D'ailleurs, tu as dit irrationnel, justement, moi ça tombe bien, je suis un rationaliste. Toi, tu n'en es pas un. Pourquoi? Bon, tu m'as dit, tu as fait une affirmation, oui, voilà, tu es rationnel. En gros, ce que tu es en train de dire, encore une pétition de principe, c'est marrant, pour faire ton argument, tu as dit, voilà, pourquoi mes axiomes sont vrais, c'est-à-dire pourquoi le bayésianisme, pourquoi mon épistémologie empirique, pourquoi tout ce que je suis en train de dire est vrai, parce que sinon c'est irrationnel. Et pourquoi c'est irrationnel? Parce que l'empirisme et le bayésianisme est vrai. Bravo la circularité. Encore une fois, tu n'es pas capable de défendre tes positions philosophiques. Et pourquoi c'est important? Parce que je te dis pas ça pour rien, et c'est le sens même de ma question. C'est qu'en fait, tous les débats qui vont découler de ça, tout ce que tu es en train de dire là, par rapport à l'âge de Aïcha, par rapport à des textes de droit, etc., tout ça, ça découle de tes axiomes. Tout ça, ça découle de ce que tu as dit. C'est-à-dire que ton raisonnement là pour dire ma société elle est la meilleure, il est fondé sur la prémisse les seules conséquences valides sont les conséquences empiriques. Oui, mais cette prémisse, on la rejette déjà de base. Ça sert à rien de nous dire que ton modèle est meilleur, on rejette ta prémisse. Et si tu affirmes ta prémisse, tu dois la prouver. N'est-ce pas toi qui as dit, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques minutes, tu as dit toute affirmation doit être prouvée. Très bien, vas-y, prouve-nous l'empirisme. Prouve-nous l'empirisme. On attend de voir une preuve définitive de l'empirisme. Ni plus, ni moins, en fait. Et là, il me semble, après, tu as parlé du hasard de Cam, etc., tu me l'as cité en latin, c'est très bien, Jack, c'est bravo, tu as une culture historique, mais c'est pas ce que je te demande. Je te demande d'essayer de répondre
aux 3 pétitions de principe que tu as fait. Tu as fait 3 pétitions de principe. C'est des erreurs de base en logique. À chaque fois que tu parles de logique, mais tu dis que je suis rationnel, mais tu as mis au moins 3 fois les prémices d'un argument dans la conclusion. Autrement dit, ce que tu es en train de faire, c'est de répéter ta position. Tu es en train de me dire, voilà, moi je m'appelle Jacques et je dis que je suis empiriste. Ah d'accord, et moi je te dis ça, et toi tu me dis, ah bah moi je m'appelle Jacques et je suis empiriste. Bah bravo Jacques, on a compris que tu étais empiriste et on a compris que tu soutenais tous ces modèles. Donc moi ce que je te demande, concrètement, et on va aller droit au but, et tu me parles de mes textes ou quoi que ce soit, moi je t'ai dit, c'est pas la question en fait. La question c'est de savoir quel modèle de société est supérieur. C'est toi qui l'as dit, c'est ça la question. Et pour répondre à cette question, il faut se poser la question de c'est quoi le critère de supériorité ? Tu as dit que le critère de supériorité, c'est l'utilité, c'est les conséquences. Et c'est quelles conséquences qu'on étudie, c'est ça qui est intéressant, c'est le calcul des conséquences. Et le calcul des conséquences, tu as décidé toi-même de le faire dans un ensemble restreint, qui est celui de la réalité empirique. Or, nous les musulmans et les théistes en général, on suppose et on affirme, c'est notre position, qu'il y a un ensemble supérieur à celui de la réalité empirique. Donc si tu me dis que tu es sceptique, tu ne dois pas dire la seule réalité est la réalité empirique. Tu ne dois pas non plus dire il y a une réalité en dehors de la réalité empirique. Tu dois dire je ne sais pas. Je ne sais pas quel ensemble de conséquences je dois prendre en compte. Mais si tu ne sais pas quel ensemble de conséquences tu dois prendre en compte, tu ne peux pas dire avec certitude mon modèle de société est meilleur que le tien, puisque c'est fondé sur la prémisse l'ensemble des conséquences à prendre en compte, c'est les conséquences empiriques et matérielles. Donc en fait, tous tes arguments là, et je suis en train de le montrer, tous tes arguments que tu as fait depuis le début où tu as commencé à faire des débats avec des gens, sont fondés sur cette seule pétition de principe que tu fais depuis le début. Depuis le début que tu discutes, je t'ai toujours entendu faire cette pétition de principe que tu dois justifier et démontrer devant les gens. Parce que c'est pas aussi simple que ça, les discussions. C'est pas que tu poses des principes que tout le monde accepte et puis hop, c'est réglé comme ça. Non, non, il faut en discuter et il faut en débattre. Et tu ne le fais pas là. Après, voilà, tu fais des petites piques, etc. Ça me dérange pas. Mais je veux juste quand même que tu répondes sur le fond. Et crois-moi, moi, j'ai pas de choses particulières contre toi. Je trouve que tu as quand même pas mal de rhétorique. Mais il faudrait quand même que tu répondes aux problèmes logiques que ton système pose, qui sont des problèmes assez fondamentaux. Merci. Alors, le truc, c'est que je t'assure, Von Reich, ou je sais pas comment tu t'appelles, et il y a des musulmans qui nous écoutent sur ce live, et la rediffusion, je pense même Zéoclo va découper ce passage et en faire une vidéo. Comme toujours. Je lui fais confiance. Je pense qu'il y aura au moins 10 rediffs de ce live, c'est ça qui est génial. Voilà. Et je t'assure, il y aura des musulmans qui t'écoutent. Parce que là, tu viens même de le dire toi-même. Nous, les musulmans, nous, les théistes. Je te dis, prends ton paradigme comme vrai. Parce que, et je conseille à tout le monde de faire ça. Quand vous avez un débat face à quelqu'un qui est complètement dans le relativisme, n'essayez pas de lui expliquer qu'il a tort ou ça sert à rien. Il faut être dans le contraste. Il faut être dans la comparaison. Avec un relativiste, il faut toujours être, je répète, avec un relativiste, il faut toujours être dans le contraste et la comparaison. Alors, je te propose cette comparaison. Sincèrement, je te la propose. Je te répète ma question. Et si tu veux danser encore, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai une guitare, je coupe le son, comme ça, au moins, il y aura matière. Je te le redis. Moi, je suis pour une loi qui criminalise la pédocriminalité, qui criminalise l'acte qu'un homme de 50 ans épouse une fillette de 6 ans. Toi, le représentant apparemment des musulmans, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi qui te le fais dire, et des théistes, est-ce que tu es pour une loi qui interdit ce genre d'acte ou est-ce que tu vas l'autoriser en reposant sur tous tes prémices et ton savoir et tout ce que tu veux? Quelle société ça va nous donner avec ton savoir? Est-ce que ça va nous donner une société qui va interdire cet acte ou est-ce que ça va nous donner une société qui va l'autoriser? Moi, je suis clair. Moi, j'ai pas honte de ce que je crois. J'ai pas honte de mes valeurs. Je veux une loi qui interdit qu'un homme de 50 ans d'épouser une fillette de 6 ans. Alors, je te repose la question pour la deuxième fois. Je sais que tu ne vas pas y répondre. Tu vas encore essayer de danser. Mais il n'y a pas de souci. Quand tu auras fini, je vais te la reposer une troisième fois jusqu'à ce que les gens comprennent que la seule façon qu'ont les musulmans sunnites pour défendre leur religion, c'est d'éviter de parler des textes. Je vous assure, c'est le seul souci. Quand vous aurez compris que débattre avec un musulman sunnite qui défend sa religion, je précise ça, qui défend sa religion, donc qui défend l'islam sunnite, sa seule façon de le défendre, c'est d'éviter de parler des textes. Parce que les textes sont par définition
indéfendable. Ça contient de la pédocriminalité, ça contient de l'esclavagisme, ça contient de l'intolérance, ça contient des assassinats, ça contient plein de choses. Donc comment peut-on défendre ça? Ben, la réponse est on ne peut pas. Réellement, la réponse est on ne peut pas. Donc on va jouer, on va danser, on va se draper avec le vêtement du déiste, parce que la position déiste, elle est un petit peu plus défendable, elle est plus facilement défendable. Par contre, se draper à 100% des textes des musulmans sunnites, c'est intenable. Et vous en avez l'exemple parfait aujourd'hui. Ma question, elle est simple. Et tu sais à quel point elle est simple. Zéoclo, est-ce que tu es là? Je suis là. Géoclo, oui. Est-ce que tu es pour une loi qui interdit à un homme de 50 ans d'épouser une fillette de 6 ans? Je suis contre, monsieur. Moi, mon rêve, c'est d'épouser des enfants de 5 ans. Non, je rigole, sérieusement. Je rigole, bien entendu que je suis contre, mais bien sûr, c'est logique. Je te pose la question pour que les gens comprennent que c'est pas une question piège. Une question piège, donc on peut pas y répondre. Donc je vais te dire, tu peux pas y répondre. Mais le truc, c'est que moi non plus, je peux pas répondre. Non, tout le monde peut répondre à cette question. C'est pas du tout une question piège. La seule personne qui ne veut pas répondre à cette question, parce qu'elle sait que répondre en prenant comme source les textes islamiques sunnites va choquer tout le monde, va choquer tous ceux qui nous écoutent. Et moi, c'est ça que j'ai envie de mettre en exergue. Bien, Von Reich. Très bien, alors, tu as encore répété ce que tu as dit, comme tu l'avais annoncé, et en fait, tu as encore dit quelque chose qui, là, pour le coup, c'est intéressant, parce que là, tu as dit quoi? Tu as dit... Tout le monde sait qu'un tel modèle est indéfendable. Tout le monde sait qu'un tel modèle est indéfendable. D'accord, ok. Quand tu dis indéfendable, il y a plusieurs possibilités. Soit tu dis indéfendable du point de vue de la raison. C'est-à-dire du point de vue de si un paradigme propose une société et si un autre paradigme propose une autre société, le paradigme qui propose la société où il y a tout ce que tu as décrit, c'est-à-dire voilà, la pédophilie, etc., etc., si un paradigme qui propose ce modèle-là, toi tu dis, ça veut dire que le paradigme est faux. Là, tu tombes dans l'erreur qu'on appelle, en fait, c'est la loi de la guillotine de Hume, c'est-à-dire que tu passes de propositions du type catégorique, c'est-à-dire une chose est ceci, entre guillemets, tout simplement, là, c'est une affirmation, ce paradigme est faux, ok, donc là, tu fais une affirmation à un paradigme, à une proposition injonctive du type les choses devraient être comme ça, les choses doivent être comme ça. Ça, c'est aussi une erreur de logique. C'est la 4e, mais bon, je pense qu'on va dépasser les 10 facilement au cours de ta prochaine intervention. Le truc, c'est que, en fait, quand tu me dis c'est indéfendable du point de vue de la raison, tu dois devoir être capable de démontrer que un paradigme qui propose des choses que, selon ta propre intuition morale personnelle, tu l'as dit, hein, tu as dit les intuitions morales sont personnelles et purement relatives, donc par définition n'ont aucun rapport avec la réalité. C'est pas toi qui as dit tout à l'heure que tu n'étais pas relativiste? Eh ben boum, on tombe dans le relativisme, bravo. Donc, si la véracité est axée sur l'intuition morale et que l'intuition est relative, ça signifie que la vérité est aussi relative et donc ça devient ta position et c'est toi le relativiste postmoderne, contrairement à ce que tu as pu dire tout à l'heure. Donc en fait là, tu es dans une impasse parce que tu peux pas dire que c'est indéfendable du point de vue de la raison. Alors selon quel point de vue tu peux dire que c'est indéfendable? Le deuxième point de vue sur lequel je t'ai attaqué, c'était de dire c'est indéfendable du point de vue des conséquences sur la société. Autrement dit, une société qui propose tel modèle, eh bien, elle accumule un maximum de conséquences et du coup elle est moins pratique, elle est moins utile et elle correspond moins au bonheur des gens. Très bien, et là, encore une fois, on tombe dans ton erreur de raisonnement que tu as fait tout à l'heure, à savoir, tu as supposé, par définition, que comment tu fais cette inférence que les conséquences de ton modèle sont meilleures que les conséquences de mon modèle ou d'un autre modèle, eh bien tu tombes dans cette erreur parce que tu as supposé aléatoirement, arbitrairement, de façon bayésienne, hein, c'est ça qui est marrant, que ton modèle, que le matérialisme, que l'empirisme est vrai, tu le supposes. Donc, résumons, tu ne peux pas montrer que c'est indéfendable du point de vue de la raison. Sinon, on attend une démonstration logique, mais bon, vu tous les pétitions de principe que tu fais, ça m'étonnerait que tu produises une réflexion logique. Deuxième possibilité, tu peux pas montrer que c'est indéfendable du point de vue de ce qu'on appelle la raison pratique, c'est-à-dire le calcul des conséquences, parce que ça impliquerait de supposer ton système. Donc c'est indéfendable selon quoi? En fait, ce que tu as montré, c'est indéfendable selon les gens comme toi, selon le rapport émotif que les gens comme toi, Zioclo et d'autres personnes ont avec cette affirmation. Par exemple, quand je dis « tuer des gens, c'est bien », eh bien, c'est indéfendable dans le sens où toi, tu l'as donné, c'est-à-dire, en gros, ça me plaît pas. C'est indéfendable parce que ça ne me plaît pas. C'est indéfendable parce que ça me choque. C'est indéfendable parce que ceci. Et bien, moi, je réponds la même chose. Votre modèle est indéfendable parce qu'il me choque, parce que j'ai un rapport émotif avec, etc. Donc, in fine, ce que tu as démontré, bravo Jack, on le savait depuis le début, tu as démontré que le paradigme islamique est faux parce qu'il me choque. Parce que moi, j'aime pas ça. Parce que j'aime pas ceci.
c'est pas toi qui étais censé être un zététicien, un sceptique. Bah, il est où le scepticisme là? Ils sont où les zététiciens? Je les vois pas. Moi, je vois des gens qui sont en train de nous dire qu'ils débattent depuis des mois, ils discutent avec des gens depuis des mois pour dire finalement, bah en fait, ce que tu dis, ça me choque. Et du coup, bah je pense que voilà, c'est indéfendable parce que ça me choque, parce que j'aime pas ça. Parce que, bah voilà, moi j'aime pas Jacques Le Fou, donc Jacques Le Fou il est indéfendable. Moi j'aime pas les gens qui sont ici, donc ils sont indéfendables. Moi j'aime pas la couleur du soleil, donc il est indéfendable. Voici les arguments que tu proposes. Ça, c'est tout l'étendue de ce que tu peux donner aux gens. C'est médiocre, Jacques Le Fou. Tu t'en rends compte, j'espère. Jack, merci. Alors, je peux rapidement, vraiment rapidement. Alors, je pense avoir apporté la preuve flagrante, et je te remercie pour ça, parce que tu as été d'une grande aide, Von Reich, que vous avez honte de vos textes et que vous refusez absolument d'en parler et de les défendre, parce qu'encore une fois, ils sont indéfendables. Donc, je vais te le dire, hein, je vais te reposer la même question encore une fois. Moi, je suis pour une loi qui interdit à un homme de 50 ans d'épouser une fillette de 6 ans. Je ne vais pas rentrer dans ton jeu, hein, je t'assure. Hein. Est-ce que toi, avec ton savoir, avec ton livre sacré, tu es pour une loi qui défend les enfants, s'il te plaît? Est-ce que tu es pour une loi qui défend les droits des enfants, s'il te plaît? Est-ce que tu es pour une loi qui interdit à un homme de 50 ans d'épouser une petite fille de 6 ans? Si tu es incapable de répondre à cette question, il y a un problème. Et je te la repose, hein. On ne sait jamais, peut-être que cette fois-ci, tu vas y répondre. Et qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce que Allah et le prophète prônent. Sachant que ce n'est pas un Dieu qui prône ça, c'est réellement ce que les Arabes du 7e siècle prônent. Parce que c'est ça le raisonnement bayésien. Mais je pense pas que tu le comprennes. Donc, avant de répondre à cette question, vu que tu as pris beaucoup de temps, moi je prends juste quelques secondes, je vais te faire quelque chose. Même question. Von Reich, je te rends la parole. Bah écoute, merci pour cette mélodie, puisque à défaut d'autre chose que tu n'as que ça, et aussi le pathos, c'est le fait que les gens sont choqués parce que tu fais des propositions qui te choquent toi-même. Enfin, je veux dire, Jacques, tu peux faire ce que tu veux. Tu as dit que tu étais un militant politique, je peux comprendre que tu en fais appel au pathos, etc. Mais tu dois dire devant tout le monde que tout l'étendue de ce que tu peux proposer aux gens, tout l'étendue épistémologique en termes de connaissances que tu peux proposer aux gens, c'est de leur dire « Je vais vous montrer des choses qui choquent ». Bah écoute, moi si je veux voir des choses qui choquent, je vais sur un site gore en fait. Je me casse pas la tête à écouter Jacques Le Fou, c'est aussi simple que ça. Donc, ce que je veux te dire ici, c'est que si tu ne montres pas que J'ai pas compris la dernière phrase. Si tu veux des trucs qui choquent, si tu veux choquer des gens, c'est facile. Tu peux regarder des vidéos sur YouTube là où il y a des choses qui sont choquantes. C'est très facile. Pardon, tu peux aussi lire les textes uniques. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci, d'accord. Donc en fait, Jack, là, ce que tu es en train d'appeler, tu dis aux gens, voilà, bon, moi je vais vous montrer des choses qui choquent, donc toi tu es un vendeur de choses qui choquent. Bah bravo, d'accord, bah écoute, il y a mieux que toi, si tu veux, hein, je peux regarder des choses qui sont beaucoup mieux que toi, tu peux regarder Berserk par exemple, c'est beaucoup plus choquant. Bref, donc, pour faire plus simple. Belle ref. Moi, Jack, parce que toi tu dis souvent qu'il y a des sujets qui t'intéressent pas, bah moi je vais dire les sujets qui m'intéressent pas. Moi, si c'est pour me dire, Jacques Le Fou, moi je trouve les textes sunnites choquants, ou que sais-je, j'en ai rien à faire que tu les trouves choquants, les textes sunnites. Ça ne me regarde pas, c'est personnel, c'est ta vie privée. Que des je vais pas te dire, moi, j'aime les chocs à pic le matin, Jacques. Je m'en fous, ça n'a pas d'intérêt. Donc, que ça te choque ou pas, peu importe, on s'en fiche, c'est pas ça, on est en train de discuter. On veut savoir, par exemple, et je t'ai fait une disjonction exprès pour t'aider. Je t'ai, entre guillemets, explicité le sens de l'indéfendable. Je t'ai dit, ça peut être indéfendable au sens rationnel, au sens pragmatique, et au sens choquant. Toi, tu as dit c'est au sens émotionnel. Tu veux dire que pour un musulman sunnite, la pédocriminalité, c'est pas choquant? Je peux finir mon propos. Je t'ai pas coupé tout à l'heure. Non, mais est-ce que c'est ça ton propos? Je peux finir mon propos. Pour que les gens comprennent. C'est une bonne question. Parce qu'il y a une phrase mon propos, le Voltaire qui dit ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Parce qu'on est en plein dedans. Est-ce que la pédocriminalité, toi en tant que musulman sunnite, est-ce que ça te choque ou pas? La pédocriminalité, ça te choque ou pas? C'est bon, t'as fini? En tant que musulman sunnite. C'est bon, t'as fini?
Non, moi, je sais que tu vas pas répondre. Regarde. Mais la non-réponse est une réponse. Merci. Ce qui est indéfendable ici, c'est que je me considère choqué que Jacques Le Fou me coupe la parole. Tu vois, je fais comme toi. Ça, c'est simple comme ça. Regarde, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir quel texte choque qui ou quel texte choque qui. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose, Jacques. Toi, dans ton paradigme, et tu dois le dire devant tout le monde, et tu l'as dit d'ailleurs devant tout le monde implicitement, tu ne peux pas prouver que la pédophilie, que ceci, que cela est indéfendable. Tu ne peux rien prouver de tout cela. Ton paradigme ne te le permet pas, puisque tu as dit toi-même, les intuitions morales sont relatives, elles dépendent d'un tout un chacun. Donc en fait, tu nous parles pour dire quoi en fait? Pour dire finalement, moi j'en fais appel à vos émotions. Personnellement, je peux pas démontrer que la pédophilie est mal ou quoi que ce soit, je peux rien faire du tout. En fait, tu peux rien faire, t'es démuni dialectiquement. Non, j'ai pas fini. Je t'ai laissé finir, je t'ai pas coupé. Donc, et un petit peu la sagesse de pas me couper. Donc, finalement, moi, ce que je veux conclure, et je pense que il faut que les gens voient ça, et en particulier les musulmans, c'est que toi, ce que tu proposes aux gens, c'est de l'émotion, c'est du pathos. Je peux comprendre, très bien, mais tu dois le dire clairement. Tu dois dire, moi, je vous propose de vous choquer, et j'essaye que ça vous choque aussi. Ni plus, ni moins. Tu as fait quelques erreurs de raisonnement que je t'ai mentionnées. D'ailleurs, tu as parlé de Haddock à un moment. Au début, je suis pas revenu dessus. Mais en fait, ton modèle aussi, il est ad hoc. C'est toi qui as posé arbitrairement que le seul empiricisme est vrai. C'est toi qui as posé arbitrairement que ton modèle de société avait des conséquences plus positives que le mien. Tu as fait que du ad hoc depuis le début, en plus d'erreurs de logique. Donc moi, je pense que à partir de là, le débat n'a plus grand intérêt. Si tu veux savoir mes émotions personnelles, je te dis, mes émotions personnelles ne te regardent pas. Nous sommes dans un débat. On n'est pas, je sais pas où en fait. Je vais pas te parler de mes émotions personnelles. Je n'ai pas à te dire ce qui me choque ou ce qui ne me choque pas. Par contre, ce que j'ai à te dire, et c'est la conclusion que j'aimerais faire, c'est qu'en fait, depuis le début de la discussion, tu n'as, pas été capable de prouver que l'islam est faux par aucun moyen. 2, pas été capable de prouver que le modèle islamique est une société moins efficace que la tienne, du point de vue des conséquences. 3, la seule chose que tu as pu proposer finalement, c'est déjà ta position. Ce que tu proposes aux gens, c'est regardez les gens qui sont comme moi, on est choqués par ça. Très bien, eh bien reste dans le fait d'être choqué. Nous, on s'en fiche. Ça ne nous regarde pas ce que tu es choqué ou pas. Non mais Van Reich, là c'est insupportable. Est-ce qu'à un moment donné tu vas répondre à la question? Attends, mais là c'est trop. Waouh. Alors Jack. Moi je le remercie parce que tu sais, la politique est une question de contraste. Quand quelqu'un t'offre un contraste aussi clair, tu dois le remercier. Donc je te remercie, Van Reich. Mais je vais répondre à ta question. On va prouver ensemble que le mariage des petites filles, c'est criminel, c'est mauvais. On va essayer de faire ça, Van Reich. Le problème, c'est que toi, ce que tu nommes preuve, c'est tout ce qui est absolu. Et je te rappelle, il n'y a rien d'absolu, mon pote. C'est pas parce que tu le crois que c'est vrai. Parce que la réalité, elle s'en fout de ce que tu crois. Comme l'a défini Philippe K. Dick, la réalité, c'est ce qui persiste à exister même quand tu cesses d'y croire. C'est ça la réalité. C'est pas parce que toi, tu crois qu'il y a une vérité absolue, apparemment tu crois qu'elle est inscrite dans le Coran, que forcément, moi, pour te prouver quelque chose, je dois utiliser la même méthode. Je dois t'apporter un livre sacré. Je dois t'apporter un livre sacré qui contient la vérité absolue. Je suis athée. Par définition, je suis sceptique. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de livre sacré qui nous dicte notre comportement. On est seul sur Terre et on décide par nous-mêmes, comme des gens responsables et intelligents, sans qu'il y ait un Père au-dessus de nous qui habite dans le ciel, qui décide pour nous. C'est bon. Alors je vais te prouver que le mariage des petites filles c'est mauvais. D'accord, tu m'as coupé tout à l'heure, donc je ne vais pas couper sur ce point-là. Vous coupez ce que tu veux, fais ce que tu veux. Tu m'as coupé tout à l'heure. Vas-y. Fais ce que tu veux. Moi je vais continuer à parler. Je te disais, je vais te le prouver par 3 points. De 1, sur le plan physiologique. 2, sur le plan psychologique. Et 3, par un concept qui s'appelle le consentement, qui induit le viol. Alors sur le plan physiologique, j'invite tout le monde à aller voir des études et des méta-analyses qui sont sans équivoque sur les répercussions de ce genre d'acte sur la jeune fille, sur la petite fille, devrais-je dire, parce qu'on parle de fillettes de 6 ans, de 9 ans. Les répercussions sur le plan physiologique, de 1, elle ne peut pas encaisser ce genre d'acte. C'est-à-dire, elle risque de faire des hémorragies internes, elle risque même de mourir de ces hémorragies internes, et c'est prouvé scientifiquement. Il y a même des cas concrets qui se passent actuellement au Yémen. Des petites filles qui meurent d'hémorragie interne après un acte sexuel. Deuxièmement, même si elles ne meurent pas, elles tombent enceintes, c'est prouvé encore scientifiquement que son bassin n'est pas assez développé avant 18-19 ans pour accueillir un fœtus. C'est pour ça que dans les hôpitaux, quand une jeune fille de moins de 18 ans
va dans l'hôpital et qu'elle est enceinte, elle est de facto classée comme grossesse à risque parce que le bassin n'est pas assez développé. Ça, c'est des connaissances actuelles. Apparemment, Allah, le Tout-Puissant qui sait tout, n'avait pas ces connaissances. C'est normal, vu que Allah était un être humain du 7e siècle. Il était ignorant. C'était pas un dieu, c'était un produit de l'imagination de l'être humain. De 3, sur le plan psychologique, j'invite tout le monde à aller dans le DSM-5 et lire ce que c'est que le PTSD. Je vais traduire ça en français. Le syndrome de stress post-traumatique. Voilà. Et ce que c'est et qu'est-ce qu'il a comme répercussion et comment il rend la vie des gens insupportable, invivable. Quelqu'un qui souffre de PTSD, sa vie est invivable. Et ce genre d'acte avec des jeunes filles de 6 ans et de 8 ans, ça provoque très généralement ce genre de syndrome, donc le PTSD. Et la littérature scientifique, elle est assez étayée et elle est assez claire sur ce point. Troisième point, il y a un point qui s'appelle le consentement. Une relation sexuelle entre deux personnes dont l'une des deux parties n'a pas donné son consentement, on appelle ça un viol. J'ai pas besoin d'une vérité absolue ou d'un livre sacré pour te dire que ça s'appelle un viol. Et c'est pas parce que j'ai pas de livre sacré, donc je suis athée, que ce que je dis est faux. Non, ce que je dis est vrai jusqu'à preuve du contraire. Et on attend toujours cette preuve du contraire. Donc une fillette de 6 ans, par définition, elle n'est pas mature, ni intellectuellement, ni émotionnellement, ni de manière il y a rien chez elle qui prouve qu'elle est mature pour donner son consentement avec ce genre d'acte qui est un acte très important. Donc par définition, elle n'a pas donné son consentement. Donc ça s'appelle un viol. Donc il y a 3 points. Je viens de te prouver par la littérature scientifique et la science, contrairement à tes croyances et à ton livre sacré, la science, elle donne des résultats concrets dans le monde réel. C'est grâce à la science que je peux discuter avec toi aujourd'hui. C'est grâce à la science qu'il y a Internet. C'est grâce à la science qu'il y a YouTube, qu'il y a les téléphones portables, qu'il y a tout, qui me permettent de discuter avec toi aujourd'hui. Par contre, ton livre sacré, il a donné quoi? Absolument rien. Seulement, il a juste donné des gens tellement crédules, je le répète, et tellement ignorants, tellement ils sacralisent l'ignorance, qu'ils sont capables de commettre des crimes, ils sont capables de commettre des atrocités, tout en pensant que ce qu'ils font est bien, parce qu'il n'y a qu'une religion pour amener une personne à commettre un crime en pensant que ce qu'elle fait est bien. Je vais citer un autre philosophe et je vais finir avec ça. Il s'appelle Weinberg, qui disait: la religion est une insulte à la dignité et à l'intelligence humaine, car avec ou sans elle, il y aura toujours des gens bien pour faire de bonnes choses et des gens mauvais pour faire de mauvaises choses. Mais si tu as besoin que des gens bien fassent de mauvaises choses, tu as besoin d'une religion. Et je répète ma question. Est-ce que tu es pour une loi qui interdit le mariage des petites filles ou pas? Van Reich, c'est à toi, tu peux monopoliser la parole. Je réponds à ce que tu as mentionné. Là, tu viens pour la 5e fois, je crois que j'ai compté, ça fait 17 fois que tu t'es contredit au début de ce débat. Tu es presque à 20 sur 20, on est presque. Regarde, tu as dit, encore une fois, tu as dit qu'il n'y avait pas de vérité absolue. Il n'y en a pas, ça n'existe pas dans ton paradigme. Donc arrête de parler de vérité absolue, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Donc quand tu me dis « j'ai prouvé ceci, j'ai prouvé cela », non, tu n'as pas prouvé. Il n'y a pas de vérité absolue. Tu n'as rien démontré, tu n'as rien fait. Ce que tu as dit, c'est « voilà, je vous donne des faits, mais je ne sais pas s'ils sont vrais et je n'ai pas de vérité absolue ». Je rappelle, et je pense que c'est important pour les auditeurs, que selon Jacques Le Fou, la morale est relative, elle dépend d'un sujet. Donc si jamais il y a un sujet, selon lui, selon sa morale relative, eh bien c'est bien de tuer des nourrissons, de les tuer, de les brûler, et bien Jacques Le Fou, il va vous dire « Bismillah ». Pourquoi Jacques Le Fou, il va vous dire Bismillah? Parce que selon Jacques Le Fou, la morale dépend de lui. Donc, si cette personne, elle considère que c'est bien... Mais tu vas arrêter de dire que j'aimerais... Jacques Le Fou. Je suis pour tuer des bébés, mais t'es sérieux? Regarde. Mais t'es sérieux? Selon Jacques Le Fou, il est légitime, selon la morale de l'individu, de tuer des enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de morale absolue. Tu es un criminel, Jacques Le Fou, selon ta propre définition. Mais bref, moi je suis pas dans le pathos, je sais que ça t'énerve parce qu'on... Attends, moi j'ai une question. Van Reich, je me permets quand même une question, Van Reich, parce que depuis tout à l'heure... Je réponds.
Je suis contre, tu es des bébés. Moi, je peux répondre aux questions. Est-ce que toi, tu peux? Est-ce que tu es contre le mariage? Je finis mon propos parce que tu as dit beaucoup de choses. Tu peux pas répondre. Alors, qui est apte à commettre un acte criminel? C'est toi ou c'est moi? Alors moi j'ai une vraie, j'ai une vraie question. Les lois n'ont rien, ne sont pas des sens morales. Il n'y a pas de vérité absolue. On ne vote pas la loi. Oui, il n'y a pas d'absolu. C'est toi qui crois à l'absolu. Il n'y a pas de loi. Et on voit la répercussion de croire à l'absolu. Il n'y a pas de morale selon toi. Tu peux tuer des fillettes. Donc maintenant. Non, alors attends. Von Reich, attends. Je me permets de vous couper. Von Reich, moi j'ai une vraie question. J'ai une vraie question. Regarde, tout à l'heure. Zéoclo, s'il te plaît. Est-ce que tu peux l'obliger pour une fois de répondre à la question? Mais moi j'ai ma question moi j'ai une question à lui poser justement. Non, il a rien à m'obliger. Mais moi j'ai une question à poser à Von Reich. Selon les deux paradigmes, en fait, ce que souligne Jack et moi ce que je comprends dans sa question, c'est dans ton paradigme, selon le livre sacré auquel tu dépends, il y a l'autorisation, en tous les cas, enfin, il n'est pas d'interdiction en tous les cas, me semble-t-il, de marier un homme avec une petite fille. Selon le code, effectivement, moral de Jack, comme tu le dis, qui serait subjectif, selon toi, il n'y a pas de souci là-dessus, moi je vais pas te reprendre là-dessus. Mais selon lui, du coup, ce serait pas une bonne chose. Selon le mien aussi, d'ailleurs, tu vois, et selon tout ce qui t'évoque au niveau de la science, etc. Et c'est vrai que c'est une bonne question à répondre, de savoir si, pour toi, malgré tout, malgré ce texte, tu rejettes ce type de loi, comme couper une main à un voleur, je sais pas, brûler, j'en sais rien, moi, etc., machin, dont le mariage des enfants. Et je pense que ça permettrait d'éclairer aussi sur chaque paradigme, me semble-t-il. Pourquoi je ne réponds pas à sa question? Parce qu'en fait, sa question, elle est biaisée. Parce que moi, j'ai pas de morale relativiste. Je vais pas commencer à poser la question du point de vue de mes émotions. Moi, je veux analyser ce que dit Jack du point de vue de la raison. Mais sauf que moi, je te demande pas au niveau de tes émotions. Je te demande, est-ce que au niveau de comment tu acceptes justement ton paradigme, qu'importe tes émotions, je te demande même pas si toi ça te t'écoeure ou pas, je te dis, est-ce que tu acceptes ça dans ton texte? C'est même pas le fait de... Vraiment, je mets hors de... Là vraiment, je me mets hors de ta morale à toi, même de la mienne, c'est-à-dire, est-ce que pour toi, tu valides ce qu'il y a dans le texte, de facto, parce que c'est dans le texte, mais même si moralement ça se trouve, ça te répugne, tu vois, je ne pense pas par exemple que tu sois un pédo, même si tu me disais, oui, je valide parce que c'est dans le texte, tu vois, vraiment, je veux pas qu'on pense ça, ni même que, et d'ailleurs dans le chat, certains qui diraient qu'il est pédo, je vous invite à ne pas le faire, sinon ce sera un time-out. Regarde, moi, je réponds selon, et vous connaissez peut-être la science du kalam, c'est-à-dire la théologie scolastique sunnite. Je ne réponds pas selon ce que je pense moi, selon mes émotions, selon ceci. Je veux savoir ce que tu valides, voilà, par rapport à ta, foi et non pas ta morale. Pour répondre, il faut que d'abord je réponde à ce qu'a dit Jack, parce qu'on ne peut pas m'envoyer des arguments et ensuite ne pas me laisser y répondre. Parce que en fait, je vais vous expliquer un truc très simple par rapport à la morale et que tout le monde doit comprendre. Les débats moraux ne servent à rien. Ou du moins, ils servent à quelque chose à des conditions précises. Parce que ça dépend de l'intérêt du débat. Pourquoi on débat? On débat, logiquement, et je pense que Zioclo, tu es d'accord, et tout le monde est d'accord, pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. On est d'accord, Zioclo? On débat pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Oui, ça dépend. D'accord, donc on débat pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais s'il n'y a pas de rapport entre ce qui est moral et ce qui est vrai et ce qui est faux, à quoi bon poser la question de la morale si on n'a pas d'abord fait le lien entre les deux? C'est pour ça que ma question n'est pas morale à moi, elle est plus d'ordre de est-ce que toi, du point de vue tu acceptes ça par rapport à ton texte et par rapport à tes croyances? C'est tout. Moi je dis, du point de vue de la véracité, il est impossible rationnellement de démontrer quoi que ce soit de moral au sens d'une moralité objective. Et Jack est d'accord avec moi. Et je vais répondre maintenant à ces points. Je vais répondre à ces points. Jack, il m'a dit maintenant je vais te donner une preuve. Et il m'a cité des cas. Il m'a cité des cas empiriques. Rien que l'affirmation telle chose, telle pratique a telle conséquence, soit Jack la prend comme une vérité absolue, soit il ne la prend pas comme une vérité absolue. Jack a prétendu que ce n'était pas une vérité absolue, donc on ne voit pas l'intérêt de son argument. En gros, Jack me fait un argument à partir de ce qu'il ne le croit pas lui-même. Tu sais quoi? Est-ce que dire que c'est pas une vérité absolue, ça veut dire que c'est faux? Alors, est-ce que dire que ce n'est pas une vérité, je sais pas, parce que en fait, ton modèle, réfléchis. Non, cette question, tu peux au moins répondre à cette question. Est-ce que dire que ce n'est pas une vérité absolue revient à dire que c'est faux? Oui, pourquoi? Oui, mais les gens écoutent bien. Non, ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est vrai. On dit que c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Et on attend toujours la preuve que la pédocriminalité n'a pas de conséquences tragiques sur la petite fille. Il y en a pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. C'est ça le relativisme. Quand je t'accuse de relativisme, c'est ça. Ça veut dire pour toi, s'il n'y a pas d'absolu, donc c'est faux. Non.
Non, il n'y a pas d'absolu. Il y a le. Je le répète, c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Apporte-nous la preuve du contraire. Si tu n'y arrives pas, c'est que c'est vrai. Jusqu'à ce que tu y arrives, ça sera vrai. Non, mais Zéoclo, je dois partir. Est-ce que je peux faire ma conclusion? Vas-y, je te laisse conclure, après on terminera. T'as déjà parlé, j'ai pas eu mon temps de parler, j'ai pas pu répondre. Oui, je sais, c'est pas le débat, c'est pas encore le débat officiel, parce que là, c'est compliqué. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que tu es en train de dire n'importe quoi, tout le monde l'a vu. Non, c'est vraiment pas intéressant, je t'assure. Je te laisse conclure, Jack, et après, je te laisserai répondre Von Reich pour la fin. J'aimerais avoir une conclusion juste à la fin. T'auras une conclusion aussi, t'inquiète pas. Promis là-dessus, il n'y a pas de souci. Depuis tout à l'heure, il m'accuse d'être dans l'émotion. Alors, je répète, si défendre les petites filles de la pédocriminalité, c'est être dans l'émotion, je plaide coupable. C'est bon? Est-ce que vous m'avez entendu? Si défendre les petites filles de la pédocriminalité, défendre le droit des gens de changer de religion, défendre l'égalité en termes de droit entre les hommes et les femmes, c'est être dans l'émotion, je plaide coupable. Mais le truc, il n'est pas là. Le truc, c'est que c'est pas moi qui suis dans l'émotion. Absolument pas. Moi, j'ai un comportement d'un citoyen adulte et responsable. Par contre, ce que j'ai en face, oui, j'ai en face quelqu'un qui est complètement dans l'émotion. Et je vais le prouver. Son émotion à lui, elle tient en quelques mots. C'est un petit garçon qui a peur d'aller en enfer. Et je vous assure, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il essaye de faire, répond à ce prémisse-là. C'est un petit garçon coincé dans le corps d'un adulte qui a peur d'aller en enfer, ou qui a peur de subir le châtiment et les tourments de la tombe, qui a peur d'aller, après sa mort, d'être brûlé, qu'on lui change sa peau plusieurs fois et qu'on la rebrûle encore une fois. Vous voyez ces histoires-là qui font peur à des enfants. Eh bien, le monsieur avec qui je suis en train de parler, il a peur de ça. C'est pour ça qu'il ne peut absolument pas contredire la parole d'Allah, parce que la contredire reviendrait à ce qu'il aille en enfer. Enfin, c'est ce qu'il croit. Nous, entre gens adultes et responsables, on sait que ça n'existe pas. Il n'y a aucune raison de penser qu'il y a un paradis ou un enfer. Mais lui, il le croit. Et donc, il a peur de ça. Et l'émotion, et cette émotion-là qui est la peur, c'est elle qui dicte toute sa parole et tout son discours. Donc, moi, je vous le dis, et je vais être vraiment clair, simple et net. Même si ce Dieu-là auquel Von Reich croit existe, même si ce Dieu-là existe et qu'il s'appelle Allah et que c'est lui qui a envoyé le messager, même s'il existe et qu'il a créé le paradis et l'enfer, et donc pour aller au paradis avec ces conditions, donc il ne faut pas le contredire, donc il faut accepter le mariage des petites filles, il faut accepter de tuer des apostats, il faut mépriser les femmes. Donc, c'est des conditions que son Allah a posées. Même si je suppose qu'il existe réellement. Je vous le dis, moi, je choisis d'aller en enfer. Moi, je n'ai pas peur. Si le prix à payer à défendre mes convictions, donc la protection des enfants, la protection du droit de changer de religion et de critiquer les religions, de défendre l'égalité en termes de droit entre les hommes et les femmes, si le prix à payer est d'aller dans son enfer à lui, je suis prêt à y aller. Ça ne me dérange pas. J'ai des convictions et je m'estime même s'il existe à ce Dieu-là, je m'estime meilleur que lui, parce que c'est un vaurien. Merci beaucoup, Zéoclo. Bonne soirée à toi, Jack. Et je vais laisser donc Von Reich répondre et aussi après faire sa conclusion, Von Reich. Et alors, du coup, moi, j'aurais aimé que tu me répondes malgré tout à la question. C'est la conclusion ou déjà, je te laisse répondre et après, je te laisserai conclure ensuite. T'inquiète, t'as le temps. Vas-y. D'accord. Bon. Eh ben, on est à 27. 27 contradictions de Jack au cours de ce petit échange. Et ce n'est pas rien. Ok. On va revenir vite fait sur la conclusion du débat, parce que je pense que là, il faut faire une conclusion, il faut l'analyser ce débat, il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, on aura l'occasion en plus d'en reparler. On aura l'occasion, mais ceci dit, je reviens sur quelques petits points. En fait, Jack, quand il dit que lui, il n'est pas dans l'émotion, c'est tout le contraire de ce qu'il a dit il n'y a même pas quelques minutes, puisque je vous rappelle, et les auditeurs doivent le comprendre, et les musulmans en particulier,
que Jack a défini la morale selon un sujet. C'est-à-dire que ce qui est bien dépend de la personne qui perçoit, qui ressent. Autrement dit, le bien et le mal dépendent de l'émotion. Et rappelez-vous, Jack a dit « moi ça me choque ». Donc Jack prend comme référentiel une émotion qu'il a personnelle. Donc qui est dans l'émotion, moi ou Jack? C'est évidemment Jack ici. Pourquoi? Après il y a aussi le modèle de société qui défend. Et oui, alors je vais venir sur le modèle de société parce que parmi toutes les bêtises qu'il a dit et tous les sophismes et les pétitions de principe qu'il a donné, il y a un seul argument qui était intéressant. Et c'est pour ça que je voulais revenir. Enfin, qui était intéressant, vous avez compris, intéressant selon le paradigme là où on est. Bon, Jack, finalement, dans son modèle, moi je veux être capable de prendre le modèle de Jack et de pouvoir prouver ce que je veux. Quand je prends le modèle de Jack, je peux dire légitimement qu'il est légitime de tuer des nourrissons. Je peux dire qu'il est légitime de tuer n'importe qui, parce que dans le modèle de Jack, la morale est tributaire de la personne. La morale est tributaire de ses émotions. Elle est complètement subjective au sens où elle n'existe que dans le sujet. Ça, c'est un problème parce que Jack prétend le contraire. Il dit non, mais ça, c'est malveillant, ça, c'est injuste, ça, c'est mal, etc., etc. Mais c'est pas ce que tu dis, Jack. Le point, les erreurs de logique que tu as fait, parce que tu as essayé de faire un peu de logique, mais c'est pas ton truc. Les erreurs de logique que tu as fait, c'est, tu l'as répété encore une fois, c'est que les conséquences, quand tu calcules les conséquences, quand tu dis ma société a moins de conséquences que la tienne, du coup il faudrait la choisir, quand tu fais ce calcul-là, tu as une prémisse fondamentale qui est que les conséquences ne doivent être calculées que dans un ensemble empirique. Et cet ensemble empirique, tu l'as défini arbitrairement, c'est toi qui l'as posé. Le problème, c'est que ça, c'est une prémisse qui doit être démontrée. Autrement dit, Jack, la charge de la preuve, elle est à toi. Et tu peux pas dire aux autres de prouver que l'empirisme est faux alors que c'est toi qui supposes qu'il est vrai pour faire ton argument. C'est une absurdité ce que tu as dit. Attends, je finis mon point. Même si on considère toutes les études que tu as citées, les études psychologiques, etc., si tu n'as pas prouvé ta prémisse, ça sera toujours faux. Dans tous les cas, ton raisonnement sera faux. Et je finis sur un autre point, et ensuite peut-être que Zioclo voudra intervenir. L'autre point sur lequel je veux finir, c'est qu'en fait, Jack, quand tu me parles, tu me dis, voilà, vérité absolue, c'est ceci, c'est cela. En fait, on sait même pas, quand tu parles de vérité, on sait même pas de quoi tu parles. Tu intervertis le terme à ta sauce. Un coup, il n'y a pas de vérité absolue. Un coup, il y a des vérités, mais on ne sait pas c'est lesquelles. On ne sait pas si tu es cohérentiste, instrumentaliste, correspondantiste. En fait, on ne sait pas. Avec Jack, on ne sait pas. Il maintient le flou exprès pour qu'on ne puisse pas comprendre réellement sa position. Et pourquoi on ne peut pas le comprendre? Parce que c'est du charabia. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi et tout le monde l'a vu. Que tu ne définis pas poser une dernière question. Tu fais que des erreurs, des catégories, des erreurs logiques et même j'autorise la dernière question de Jack. Ouais. Est-ce que tu es pour ou contre une loi? Non, je plaisante. La dernière question, c'est Von Reich, c'est quoi la forme de la Terre? Question scientifique. Je peux répondre ou alors tu fais encore de la rhétorique? Tu peux répondre. S'il te plaît, c'est quoi la forme de la Terre? D'accord. La forme de la Terre, c'est il est légitime de massacrer des enfants selon le modèle de Jack. Tu vois, je réponds comme ça. Non, t'abuses. Non, Von Reich, tu peux pas. Tu peux pas parce que regarde, par exemple, si moi je prends ton raisonnement, regarde, je vais prendre ton raisonnement. Attends, c'est moi qui parle. Là, c'est moi, j'ai pas parlé. J'ai fermé ma gueule. J'ai fermé ma gueule tout le long. Alors j'ai le droit de parler. Non, t'as pas le droit. Continue. Attention, s'il te plaît, Von Reich, c'est quoi la forme de la Terre? Bon, je laisse parler Von Reich, mais après je parlerai. C'est quoi la forme de la Terre, Von Reich? D'accord. Moi, je te dis, en fait, Jack, ça sert à rien de répéter tes questions. Si tu veux débattre, c'est quoi la forme de la Terre? J'ai déjà répondu. La forme de la Terre, c'est de massacrer des enfants selon le modèle de Jack. Non, ça répond pas à la question. C'est quoi la forme de la Terre? Ok. Maintenant, par rapport à ton paradigme moral, Von Reich, c'est quoi la forme de la Terre? Ton paradigme moral. S'il te plaît, la forme de la Terre, Von Reich. Moi, je dis qu'elle est sphérique. Tu es d'accord avec moi? Et sa véracité, etc. Donc voilà, moi, tu es d'accord avec moi? La Terre est sphérique, Von Reich. Sur la question morale, j'en ai fini, Jack. On a un débat avec toi. La Terre est sphérique. Tu es d'accord ou pas? Sur l'existence d'un être nécessaire, et tu auras tout le loisir. Mon pote, si tu peux même pas savoir quelle est la forme de la Terre, tu crois vraiment que je vais faire confiance à ton jugement? Il n'y a pas de vérité absolue. Pour la Terre. Attends, Von Reich. On va être honnête. Attends, Von Reich. Il y a une affirmation qui est dans le texte, et il y a une affirmation scientifique qui est, on va pas dire absolue, mais quand même, on va dire qu'on frôle le 99,9, tu vois, pour la science. Donc là, on peut se baser sur...
Bah, je suis désolé, si on prend la science, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Non, c'est faux. Ce que tu viens de dire, c'est faux. Je suis désolé. 100%. Ça ne fonctionne pas du tout en termes de pourcentage. Non, mais façon de parler, je crois que même si c'est 99,9, c'est 100%. Justement, c'est une mauvaise, très mauvaise façon de parler. Pardon, vas-y. Von Reich, c'est quoi la forme de la Terre? Bah, moi, je te réponds. Moi, je suis sceptique et il n'y a pas de vérité absolue, n'est-ce pas, Jack? C'est quoi la forme de la Terre? Il n'y a pas de vérité absolue. Je peux pas répondre à ta question, il n'y a pas de vérité absolue. Donc tu confirmes que tu ne sais pas quelle est la forme de la Terre? Est-ce qu'il y a une vérité absolue ou pas? J'ai déjà répondu, je suis un sceptique. Ah, donc tu doutes de la sphérisité de la Terre? Non. Il y a des vérités. Il y a des vérités. Mais moi, je connais la forme de la Terre. Et toi, tu la connais? La vérité sur la forme de la Terre, elle est absolue ou pas? Est-ce que tu connais la vérité sur la forme de la Terre ou tu la connais pas? Elle est absolue ou pas, la vérité sur la forme de la Terre? T'as dit que tu la connaissais, elle est absolue ou pas? Oui ou non? S'il te plaît. Oui ou non? Oui, non, peut-être. C'est quoi la forme de la Terre? Bah, réponds à ta propre question. Tu poses la question, tu n'as pas la réponse. Est-ce que tu disposes de ce savoir ou pas? Je te réponds, je te dis, Jack, on est sceptique, on peut pas savoir la forme de la Terre. Quoi? Je suis un bébé qui vient de naître. Je suis quelqu'un qui ne connaît rien. Alors je te pose, tonton Von Reich, c'est quoi la forme de la planète? Eh ben moi je te réponds, tonton Jack, comme tu me l'as appris tout à l'heure, il n'y a pas de vérité absolue, donc je peux pas savoir. Et en plus je suis sceptique. Et comme tu as dit, je suis relativiste. Je comprends pas ce que tu dis. Tonton Von Reich, je comprends pas ce que tu dis. C'est quoi la forme de la Terre, s'il te plaît, tonton? Eh ben je t'ai répondu, je suis sceptique. Et toi aussi tu es sceptique, mon petit. Mais tonton Von Reich, quelle est la forme de la planète sur laquelle on vit? Ah bah réponds à ta question. Mais je suis un petit enfant qui ne sait rien. Il veut juste savoir quelle est la forme de la Terre, s'il te plaît. Jack, ça sert à rien de me poser des questions comme ça si dans ton paradigme tu ne peux pas y répondre. Si on parle pas du paradigme, ça sert à rien. Est-ce que tu ignores la forme de la Terre? Réponds à ta propre question, je vais pas m'attarder. Est-ce que, tonton Von Reich, est-ce que tout le monde ignore la forme de la Terre ou il n'y a que toi? Eh ben, mon petit, comme tu me l'as appris, après m'avoir appris que exécuter des bébés c'était légitime moralement, la forme de la Terre, eh bien, je peux pas la connaître parce qu'il n'y a pas de vérité absolue et parce que je suis sceptique. Ah, tu ne peux pas la connaître. Donc ceux qui affirment que la Terre c'était le grand maître, c'était le maître du logo, comme tu le dis. Ceux qui affirment que la Terre est sphérique, ils ont tort alors? Ah bah, selon ton modèle, en tout cas, ils peuvent pas l'affirmer avec certitude. Donc ils ont tort d'affirmer que la Terre est sphérique, tonton Von Reich. Selon ton modèle, on ne sait pas ce que ça veut dire tort puisque tu n'as pas répondu à la question. Non, selon le tien. Ah bah non, parce que tu me poses la question et tu me parles de ton modèle. Quand tu poses la question, tu me poses... Selon le tien, moi je suis un petit enfant qui ne sait rien. Tonton Von Reich, d'après tes connaissances et ton savoir, ceux qui affirment que la Terre est sphérique, ils ont raison ou ils ont tort? Ah bah on a déjà répondu à ta question, Jack. Mais alors j'ai pas compris, tu peux répéter la réponse? Ah bah, répète toi-même la réponse, je veux dire, je ne voudrais pas discuter éternellement comme ça. On a compris que la position... Merci beaucoup pour l'invitation, c'était très gentil. Je dois vous laisser et je salue tout le monde. Je te laisse partir. Alors moi j'ai une vraie question, Von Reich, c'est que, regarde, ok, je veux bien que tu répondes à Jack comme ça et tout, avec ce modèle relativiste si t'as envie, etc. Mais de facto... moi je pense que quand même le 99,9% sont une bonne façon de penser, parce que moi je vois où tu veux aller. Après tu vas me dire oui mais 99,9 c'est pas 100%. Attends, je termine juste mon propos. 99,9%, que ce soit en stade, en science et tout, c'est quasi du 100%, puisque de toute façon ça tend vers une vérité, pas une autre, tu vois. Et c'est ça qui m'étonne dans ton discours, c'est que, après ça m'étonne pas, mais je veux dire, tu pourrais répondre en fait tout simplement de dire bah oui, pour moi la Terre elle est plus plate que ronde par exemple, tu vois, ou j'en sais rien, enfin c'est ce que tu as envie de répondre. Pareil, tout à l'heure moi vraiment, quand je te posais la question, c'est pas pour te piéger, par contre moi personnellement, c'est hors de la morale. Est-ce que pour toi par exemple tu valides tous les textes en fait qui sont simplement de l'ordre liés à ta croyance en fait tout simplement? Moi c'est plus ça qui m'intéresse que de me dire est-ce que voilà tu es pédophile, je m'en fous, tu vois, c'est pas la question moi en fait. C'est plus le fait de dire effectivement voilà. Maintenant je vais te répondre sérieusement. Pourquoi j'ai répondu comme ça à Jack? Parce que en fait le truc c'est que quand on débat, il faut qu'on ait un sujet défini. On peut pas passer du coq à l'âne à chaque fois que on pose de nouvelles questions. Enfin je veux dire, moi j'ai posé des questions à Jack sur ses arguments. Il ne répond pas à mes arguments, on l'a vu. Donc s'il ne veut pas répondre à mes arguments, moi je ne vois pas pourquoi je devrais prendre en compte ses arguments, d'autant plus que son propre paradigme ne lui permet pas de répondre à cette question. Donc maintenant, si tu veux ma position sur la forme de la Terre ou sur une toute autre question, ça on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Mais juste, quand on discute de quelque chose, on reste, entre guillemets, raisonnable et on fait sujet par sujet, on parcellise.
Donc, pour la question de Jack, on aurait pu en discuter, ça aurait pu être un débat si, par exemple, la Terre est sphérique ou plate selon le Coran. Moi, ma position, c'est que la Terre est sphérique, et c'est la position d'un certain nombre de savants. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, comme je vous l'ai dit, et je vais partir tout à l'heure. Évidemment, il y aura d'autres occasions de discuter. D'ailleurs, on a justement un débat avec Jack le samedi 17 février à 19h sur l'existence d'un être nécessaire. Et on espère que le débat restera centré, en tout cas. Mais voilà, pour répondre à ta question, moi, ma position, c'est ceci. C'est que la Terre est sphérique selon le Coran, et voilà, on aura l'occasion d'en discuter. Mais en tout cas, je voulais conclure parce que tu m'as donné l'occasion de... Et concernant le mariage des petites filles ? D'accord, je voudrais conclure, parce que justement, ça va répondre relativement bien à ta question pour la personne qui s'est démutée. Je conclurai, après je pense que je vais y aller, on a bien discuté, entre guillemets. Moi aussi, il faudra que je vous laisse, mais je te laisse conclure tranquillement, vas-y. En tout cas, voilà, moi je parlais sous le ton de la rigolade, j'ai pas d'animosité en particulier pour aucun d'entre vous, mais en tout cas, je veux quand même mentionner des points qui me semblent importants. Et initialement, je vous ai posé la question pour vous donner des pistes de réflexion, pour améliorer la qualité de vos arguments. J'étais pas dans une optique de débattre initialement, mais regardez, parce que c'est quand même important. Si vous voulez discuter avec des musulmans, il faut au moins que vous connaissiez ce qu'ils affirment et la manière dont ils conçoivent la morale. Donc, moi, pour finir très succinctement, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit, mais de façon générale, quand vous dites qu'une chose est indéfendable, il y a 3 possibilités. On l'a vu. Soit vous dites que c'est indéfendable du point de vue des émotions, dans le sens où l'un d'entre vous, par exemple, a dit que ça le choquait, etc. Mais ça nous intéresse pas. Enfin, je veux dire, savoir que soit ça te choque, et Zioclo a dit aussi que ça l'intéressait pas, à juste titre. C'est-à-dire qu'on s'en fout de savoir ce qui choque quelqu'un ou pas. Enfin, je veux dire, moi, le fait que Jack m'insulte, voilà, ça me choque, mais on s'en fout, tout le monde s'en fout. En fait, le fait que Jack fasse le gamin, ça me choque, mais on n'en a rien à faire. C'est pas ça qui est pertinent. Ce qui est pertinent, c'est les 2 autres sens. Les 2 autres sens, c'est indéfendable au sens rationnel, et dans ce cas, il faut produire une démonstration logique. Mais Jack ne peut pas produire de démonstration logique puisqu'il n'adhère pas au concept de vérité absolue. Et en plus, les démonstrations qu'il a essayé de donner étaient des pétitions de principe. Je ne rentre pas dans les détails, j'en ai déjà parlé. Et enfin, le deuxième point, et je pense que c'est le point que la plupart d'entre vous veulent amener, c'est est-ce qu'on peut former un modèle de société avec votre modèle ou est-ce que le nôtre est plus efficace ? Et c'est une question qui est très très intéressante et vous avez raison de la poser. Pourquoi elle est intéressante ? Parce qu'en fait, quand on va hiérarchiser des sociétés, on va regarder les conséquences que produit une société sur ceux qui en font partie. C'est ça qui est intéressant, c'est tout l'enjeu. Et justement, on doit faire ce qu'on appelle un calcul de conséquences. Les conséquentialistes parleraient de calcul de conséquences. Et pour faire ce calcul, il nous faut des armes. Il faut qu'on ait une épistémologie. Il faut qu'on puisse avoir des sources de connaissances. Il faut qu'on puisse dire, ok, ça c'est une conséquence positive, ça c'est une conséquence négative. Les outils qu'on va utiliser, ça va être la science, etc., etc. Mais par contre, on doit définir le champ des conséquences auxquelles on peut avoir accès. Parce que si vous n'invalidez pas avec un caractère absolu, la possibilité, ou du moins dans un modèle théiste, l'existence de conséquences infinies, et bien votre argument, ça sera toujours un argument plus ou moins probabiliste, dans le sens où il partira de l'axiome le paradis et l'enfer n'existent pas, donc mon modèle est vrai. Mais en fait, vous dites mon modèle est vrai, à savoir il n'y a pas de paradis et enfer, donc conclusion, mon modèle est plus efficace. Non mais ça, vous pouvez pas le faire en fait. Vous pouvez pas le faire. Donc pour la question des petites filles, et pour toutes les questions comme ça, posez-vous 2 questions importantes, avant de rentrer dans le débat spécifique de ce sujet-là. Premièrement, est-ce que la morale et ce jugement-là dépendent de mes émotions, oui ou non ? Il dépend, ça ne sert à rien d'en débattre, on s'en fout. Ou alors, deuxièmement, quand je fais le calcul des conséquences sur ce type de mariage, sur ce type de jugements moraux, quel ensemble de conséquences je vais prendre en compte ? Et si j'en prends un, je dois pouvoir le justifier. Voilà, donc c'est comme ça que je répondrai à ta question. Très bien, très bien. Voilà. Donc maintenant, moi j'ai fini. Non. Vas-y, Amir. Je ne vais pas évoquer mes émotions. Non, je veux pas savoir tes émotions ni les miennes. Je m'en fous. Tu sais, c'est vrai que j'ai pas eu la réponse à ma question. Moi, je suis un peu stressé. Mais c'est pas grave. C'est mes émotions, donc je laisse de côté. Vas-y. Voilà. Moi, je veux juste la réponse à la question. Depuis ton paradigme, qu'est-ce que tu penses ? Voilà, est-ce que le mariage des petites filles c'est autorisé ou interdit ? Merci, c'est juste Elvis, ça. Merci beaucoup. Toi-même, la réponse, ça sert à rien de la poser. Je vais pas te répondre parce que en fait, on sait. Pourquoi ? Je vais te dire. Non mais en fait, t'as énormément parlé, frérot. Je vais te dire. La réponse, c'est une oui. que tout le monde. On peut faire le tour. Je ne vais pas te donner de réponse. Et je vais te dire pourquoi. C'est bon, je veux pas t'entendre. Tu répondras. Voilà, très bien. Je te donnerai pas de réponse. Je veux pas t'entendre. D'accord, maintenant, je vais te dire quand même pourquoi je te donnerai pas de réponse. Pour une raison toute simple. Parce que je la connais déjà. Je la connais déjà. Donc tu la connais. Pourquoi tu poses la question alors ? Pourquoi tu poses la question ? Tu la connais, non, la réponse ? T'as honte de ta réponse.
Non, non. Si tu n'avais pas honte de ta réponse, tu montrerais ton visage. Non, tu clamerais ça. Moi, je peux montrer de suite mon visage et défendre mes positions. Bah oui, mais forcément, ta position, elle est soutenue par la majorité des gens qui sont ici. Et ta position n'est pas susceptible d'être sanctionnée pénalement. Donc tu affirmes, donc Von Reich, là, tu confirmes que finalement, toi, tu soutiens l'autre position. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, tu affirmerais finalement en disant. Non, mais c'est une question. Pourquoi? Bah justement, je vais te dire pourquoi je ne donnerai pas ma position. Premièrement, parce que ma position n'a pas d'importance par rapport à la question de savoir si l'islam est vrai ou faux. Ça, c'est le premier point, mais je l'ai déjà expliqué. Et le deuxième point, et ça va peut-être vous paraître excessif, mais en tout cas, vous savez très bien, vous savez exactement que si on évoque ce type de position jurisprudentielle, si on les évoque publiquement, bah évidemment qu'il y aura des conséquences pour ceux qui les évoquent. Donc c'est pas une question de honte ou quoi que ce soit. Non, je te garantis, j'ai reçu des gars ici qui ont tenu des propos, ils ont jamais eu de conséquences légales, parce que malheureusement t'as des gens, qui ont tenu des propos. Si, parce que vous êtes des inquisiteurs, enfin pas tous à yeux clos, mais en tout cas beaucoup d'entre eux sont des inquisiteurs. Ils vous entendent donner des réponses, ils les enregistrent et après ils les envoient je ne sais pas où et puis vous connaissez la suite. Donc ça sert à rien de me poser ces questions, je vais pas te répondre. Et en plus elle a pas de pertinence. Donc tu as deux réponses maintenant. Est-ce que tu as honte? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai honte de aucune de mes positions. Mais alors, pourquoi tu ne les défends pas ouvertement devant 1300 personnes? Parce que je ne vous pas dans un pays où il peut le faire, quoi. De pouvoir exercer une certaine forme de sanction sur moi ou sur d'autres personnes qui pourraient tenir ce type de position. Après, là où j'entends ce que tu dis, c'est que c'est vrai que Miséricorde pour l'humanité, lui, il tient des positions, mais il est en Angleterre aujourd'hui, ce qui est déjà un petit peu différent au niveau du cadre légal. Mais en gros, on pourrait comprendre que après, c'est pas pour... Voilà, je veux pas te faire chier, mais en gros, on peut entendre ta position par rapport à ce que tu es en train d'exprimer là. Donc en fait, on a la réponse d'une certaine manière. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué. En fait, je comprends pas. Enfin, pour toi, c'est quoi la pertinence de la question? Bah, en fait, c'est intéressant dans le sens de... Est-ce que toi, tu valides finalement certains textes de loi, on va dire, qui régissent en principe une société sous ce texte de loi, justement? C'est-à-dire la religion, que soit le Coran, la Bible, etc. Si jamais tu as une société qui est construite autour de ça, en principe, on va considérer que il y a des choses qui ne dérogent pas. Et du coup, forcément, ce genre de choses pourrait rentrer en conséquence d'une société qui accepterait ce genre d'acte. Mais comme la lapidation, j'en sais rien, tu vas couper une main à un voleur. Et ce qui t'intéresse, on est d'accord, c'est la position de l'islam sunnite, c'est pas la position de Von Reich. Mais bien sûr. Ah, mais là, c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu as dit, par exemple, la terre est ronde selon le Coran, je suis pas sûr que ce soit exactement sûr à 100%, mais peut-être, tu vois, moi je vais pas te dire, voilà, je suis pas un savant, tu vois. Problème, parce qu'il n'y a pas de conséquences sur cette position. C'est pour ça, voilà. Mais par contre, à l'inverse, tu vois, c'est pareil ça serait la même chose un peu pour la pédophilie, puisque en société, on va dire, occidentale, et en plus de ça, plutôt athélaïque, c'est quelque chose qui est extrêmement rejeté pour plein de raisons qui sont d'ordre empirique, et effectivement, on va considérer, et d'ordre pas que moral, voilà. Si vous voulez la position de l'islam sunnite, je pense que vous la connaissez plus ou moins. Pour moi, ça sert à rien de rentrer dans des détails techniques jurisprudentiels avec vous si vous connaissez déjà la position de l'islam sunnite. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après. À savoir, à partir de la position de l'islam sunnite que vous connaissez visiblement, ou du moins à quelques détails près, qu'est-ce que vous pouvez conclure? Et c'est ça qui est intéressant, parce que franchement, savoir qu'on dit ça, qu'on dit X, qu'on dit Y, c'est pas conclure. Ce qu'on peut conclure de manière rationnelle, c'est de se dire, s'il y a ce genre de lois qui sont dans une religion, et imaginons demain que moi je vais vivre selon ma religion, est-ce que je peux accepter ce genre de loi? Tu vois, c'est moi par exemple moralement, même si j'avais la foi, je pourrais pas accepter ce genre de loi. Tu vois, c'est personnellement. Oui, mais alors ça, je peux te montrer. Ça, c'est une question. C'est un point important que tu fais. C'est justement, c'est à partir de là, c'est de dire, ok, il y a ça. Maintenant, qu'est-ce que moi, par ma raison pratique, par toi en tant que sujet, qu'est-ce que tu peux accepter, qu'est-ce que tu peux refuser? Et ça, c'est une question intéressante. Et nous, on dirait, par exemple, que ce qu'une personne refuserait ou accepterait par sa raison pratique, c'est ce qui se solde par le plus de conséquences positives pour lui-même. On est d'accord que la plupart des choix qu'on fait, on essaye de maximiser les conséquences positives pour nous-mêmes, maximiser un bonheur, etc. Et c'est pour ça qu'on va limiter tout ce qui va détruire les individus personnellement ou de manière de groupe. Sauf que pour dire ça, il faut supposer d'abord que votre calcul des conséquences soit exhaustif, et à savoir, il doit prendre en compte que la réalité empirique. Ça, faut le démontrer. Mais la science le démontre. Amir, bref, voilà. Et on va conclure. Vas-y, Amir. Avant de dire ce que je voulais dire, est-ce que tu peux donner la parole à Ali Babal? Oui. Alors possible. Vraiment, on va aller vers une conclusion. Rapide. Donc voilà, ce sera rapide. Ali Babal, je donne la parole. Et je voulais dire juste à Naïf, quand tu entends des concitoyens à toi tenir ce type de position, tu penses pas que c'est une urgence
de réagir et de critiquer cette idéologie? Thierry qui est en train de taper sur son clavier, je crois. Bon, Ali Babal. Bonsoir, je te remercie. Tu peux mettre en caméra ou ça marche pas? Tu peux mettre ta caméra en principe. Ah non, tu peux pas parce que t'es pas en intervenant. Je te laisse intervenir. Bonsoir. Je suis désolé de te tenir la jambe sur la fin de ton live, mais j'ai vraiment insisté à Amir parce que c'est important. Je suis ravi de te rencontrer. Alors vas-y, je te laisse prendre la parole. Merci. Moi, j'aimerais faire un appel au pathos parce que j'ai pas le niveau. J'aimerais d'abord dire que Jack a eu des termes des plus exacts tout le long du débat et que je suis à 100% derrière lui. Mais moi, j'aimerais m'exprimer sur un autre plan. J'aimerais reprendre et traduire les propos que j'ai entendus qui m'ont absolument choqué. Je suis Ali Babal de la chaîne Sagesse d'Islam, donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne où je fais beaucoup de traductions de textes islamiques. Chaque phrase que Von Reis a prononcée est une insulte à l'intelligence des auditeurs, qu'ils soient musulmans ou pas, qu'ils soient croyants ou pas. Et je vais vous les traduire pour que vous les compreniez, parce qu'en fait, quand on dit plein de phrases et qu'on les met pas en parallèle, c'est difficile, mais moi, j'aime bien aider les gens à comprendre. Il sous-entend que vous n'êtes pas capable, si vous n'êtes pas dans son paradigme, de savoir si c'est nuisible de tuer des nourrissons. C'est une insulte à votre intelligence. Il sous-entend que vous n'êtes pas capable si lui ne vous transmet pas cette information à travers un Dieu avec lequel vous n'interagirez jamais. C'est une insulte à votre intelligence. Il sous-entend qu'il n'y a pas de loi et pas de morale selon Jack. Mais pourtant, la réalité, elle dit le contraire. Partout, on a des lois. On n'a que des lois. On n'a que des lois. Sous-entendu, on peut se permettre d'avoir une loi. Le seul qui peut se permettre d'avoir une loi et une morale, c'est celui qui revendique d'être en communication avec un créateur avec lequel on n'interagit pas. Et à partir de « il faut interdire à tout prix la pédocriminalité », à tout prix, ça veut dire on ne fait aucun compromis, il arrive à la conclusion, dans votre morale, vous pouvez tuer des bébés. Est-ce que ça, c'est pas une insulte à votre intelligence de faire des phrases comme ça? Réécoutez l'enregistrement. La phrase, elle est comme ça. Et surtout que c'est du relativisme. Et surtout que ce relativisme, c'est. Alors après, c'est pas pour faire un procès à Von Reich, mais du coup, c'est lui qui l'a invoqué en disant justement, ça dépend du paradigme. En gros, que tu acceptes de suivre selon ta morale. Donc du coup, on se retrouve dans un truc un petit peu, voilà, un petit peu. Ça dépend. Toi, la personne qui parle, est-ce que tu es relativiste moral? Je te remercie. Je suis pas là pour te parler. Je te remercie. Je suis là. Ah bah d'accord. Bah voilà. Merci. Donc, à partir encore une fois, on voit que vous n'êtes pas capable de répondre. Ce n'est pas intéressant. Je te remercie, tu as suffisamment parlé. On n'analyse pas les émotions, mais selon la raison. Tu acceptes ou pas? C'est ça la question qu'on va savoir. Tu parles, parce que de base, dire on ne peut pas être émotionnel, ça fait quelque chose d'horrible, qui est une insulte à vous tous, qui est de sous-entendre que vous n'avez pas d'émotion, que vous ne devez pas prendre vos décisions ou juger ou vivre votre vie selon vos émotions. Mais dans n'importe quel procès, quand on fait la loi, on se demande quel est le préjudice moral à cette personne. Parce qu'on prend en compte le fait qu'on a affaire à un être humain. Elle prend tout le temps en compte notre société et heureusement les émotions et le vécu des personnes. Il a dit également, si on ne fait pas le débat sur ce qui est vrai ou faux, on ne peut pas déterminer s'il faut interdire la pédocriminalité. Moi je répète, il n'y a pas de compromis avec la pédocriminalité. Je suis comme Jack. Il n'y a pas de circonstances qui permettent de tolérer la pédocriminalité. Dire si on n'établit pas ce qui est vrai ou faux, on ne peut pas se décider. Ça sous-entend, il y a une circonstance sous laquelle on peut tolérer la pédocriminalité. Je ne tolère pas ça. Et je peux parler? J'aimerais rajouter 2 points, s'il te plaît. Ali Babal au moins, et voilà, comme ça sera... Je te remercie vraiment pour le temps de parole. Pas de souci, pas de souci. À la fin, il nous donne une piste de réflexion pour améliorer nos arguments. Sous-entendu, pour encore insister sur l'insulte à votre intelligence, les auditeurs, sous-entendu, vos arguments ne sont pas suffisamment bons pour interdire la pédocriminalité. Parce que c'est ça le sujet qu'il a prononcé, Jack. Et j'aimerais aller encore plus loin. Je suis apostat de l'islam. Je dis, je ne veux pas. Je refuse catégoriquement qu'on me menace de peine de mort. Ça sous-entendrait que non. Je vous donne des pistes de réflexion pour améliorer vos arguments parce que votre argument qui sous-entend que vous voulez refuser la peine de mort n'est pas valide, n'est pas logique, n'est pas rationnel. Mais qu'est-ce que c'est que cette insulte, encore une fois, à nous tous? Et c'est pas parce qu'il parle calmement et qu'il utilise des mots pédants qu'il ne vous insulte pas à chaque seconde. Vous vous êtes fait insulter pendant 40 minutes. À quel champ de connaissances vous avez accès? À partir de ça, vous pouvez décider si la pédocriminalité c'est tolérable ou pas. Mais Jack, il l'a présenté avec la plus grande exactitude, le champ de connaissances auquel on a accès. Et enfin, le dernier point, c'était un peu sur la rhétorique. C'est quoi la pertinence de cette question sur la pédocriminalité? Ça sous-entendrait que ce n'est pas une question pertinente. Je vous répète, toute la rhétorique qui a été utilisée, c'est une insulte.
Pour moi, on a dit, ce qui m'intéresse, c'est pas la position de l'islam sunnite, c'est la position de von Reich. Non, moi, c'est les deux qui m'intéressent. Parce que je vous avoue que mon voisin, sa position sur ma peine de mort, elle n'est pas claire. Je ne suis pas serein avec mon voisin. Et si la position de l'islam sunnite sur ma peine de mort est claire, moi, j'en conclus que j'ai une tolérance zéro envers l'islam sunnite. Vous pouvez me le reprocher. Vous pouvez me dire non, l'islam sunnite veut ta mort et tu n'as pas le droit de ne pas le tolérer. C'est complètement stupide, mais essayez de le dire. Essayez de prononcer cette parole et réalisez à quel point vous êtes stupide. Je me suis senti insulté pendant 40 minutes et je voulais vous le faire savoir. Respectez-vous, les auditeurs, quelle que soit votre confession et votre croyance, et ne laissez pas des gens se moquer de vous sous prétexte qu'ils utilisent des mots comme bayésien, comme paradigme, comme je sais pas quoi. Parce qu'il n'y a pas, ça n'existe pas. Quand vous êtes au procès devant le procureur et qu'il vous est dit, monsieur, 50 ans, vous avez couché avec une fillette de 6 ans, il dit, oui, mais dans votre paradigme moral, c'est pas une défense. Oui, mais votre raisonnement bayésien, c'est pas une défense. Oui, mais les statistiques, c'est pas une défense. Tout ça n'est pas une défense. Ne laissez pas les maîtres à pensée islamique se moquer de vous. Ouais, je te remercie vraiment, Zioclo, pour la parole. J'avais un coup de gueule à passer. Merci, monsieur le censeur. Thierry, Thierry, c'est à toi. Thierry. Alors, je voudrais en placer une parce que bon. Et après, je conclue tout ça. Vas-y. Voilà, je préviens tout le monde. Personne ne pourra. Attention, je préviens juste avant. Personne ne pourra prendre la parole après Thierry. Thierry sera la conclusion et après je serai la conclusion finale. Voilà, qu'on soit très clair. Thierry. Bon, au début de l'intervention de Von Reich, je l'ai trouvé vraiment intéressante. Tu vois, le mec commence à parler de bayésianisme, de probabilité et tout ça. Ça m'a plu. Très sincèrement, ça m'a plu et tout, et ça m'a séduit. Et puis après, et vous savez à quel point je supporte pas Jack le Fou, quoi. Mais quand il a commencé à lui demander, donne-moi des réponses simples, tu vois, sur quelque chose, et qu'il a essayé de faire du relativisme, quoi, sur un adulte qui sodomise une gamine, tu vois, alors que là, par contre, les réponses sont très claires. La science le prouve, quoi. Un gamin. Une gamine, elle n'a pas les outils intellectuels pour comprendre ce que il lui arrive. Donc là, faut arrêter les conneries. Là, il y a un moment, il faut arrêter de raconter des conneries. Il faut arrêter de sortir des trucs. Oui, mais tu te places dans tel modèle, machin. T'es pas raisonnable. C'est toi qui imposes ceci, cela, machin et tout. Là, faut arrêter des conneries. Et vous savez à quel point je déteste Jack le Fou, quoi. Mais là-dessus, force est de reconnaître qu'il a raison. Tu vois que ce Von Reich là, il n'a pas donné la réponse. Von Reich, est-ce que on va arrêter les conneries, on va arrêter de se parler, tu vois, sur des dogmes, sur des machins, sur mais machin, patati et patata, quoi. Un adulte, une gamine, ça a rien à foutre ensemble. C'est la science qui l'a dit. Donc là, maintenant, il faut arrêter les conneries, il faut arrêter de propager tout un tas de trucs, parce que sinon, tu propages les conneries, entre guillemets, que l'extrême droite a envie de faire croire. Voilà. Allez, sur ce, Von Reich, t'étais séduisant en début de soirée, par contre, à la fin, tu t'es vautré. Allez, bisous. Bye. C'est la conclusion de Thierry. Bon, je pense que pour l'instant ce sera une bonne conclusion pour ce soir. Je pense que ça fera des belles rediffusions. Merci à Cassius Lady, merci à Von Reich, merci à Jack le Fou, à Amir, à Ali Babal, à Kafir, il y a eu qui d'autre qui est passé, à tous ceux qui sont passés que j'aurais oublié au cas où, voilà, notre petit Thierry aussi. Merci à tous d'être venus pour ce débat de ce soir, finalement, qui s'est improvisé. Normalement, le 17, du coup, ce sera le débat. Alors, j'ai oublié que c'était un samedi. C'est pas grave, je m'arrangerai avec ma femme. Mais voilà, donc du coup, faites des dons. Voilà, faites des dons cette semaine pour que ma femme me dise ah oui, t'as raison, continue à faire des lives, c'est très important. Voilà, c'est très important. Et mettez des pouces bleus avant de vous casser. Vous êtes 1411 là. Vous mettez des pouces bleus, qu'il y en ait plus de 1000 avant de partir. Je vous remercie de votre présence. On se retrouve demain 18h45, pardon. Et voilà, on reprend les lives demain soir. Et demain, je crois qu'on débunk Thaïs Descuchon. Ouais, on va la débunker. C'est parce que voilà. Elle essaye de vous scammer, les copains. Si vous êtes célibataire, incel de droite, n'allez pas la voir. N'allez pas la voir et on vous explique pourquoi demain. Des bisous à tous, bonne soirée et à demain.